Bonjour et bienvenue au 7e épisode de collaboration de Cybercitoyens et Polysécure, le balado sur les conspirations. Aujourd'hui, moi-même, Catherine, Sam Harper et Nicolas Loïc, on vous a préparé un épisode bien spécial sur un sujet. On vous en avait parlé un peu lors de notre dernier épisode de collab. C'était pas des blagues, on a décidé d'aller de l'avant avec tout ça. Mais avant de rentrer un peu dans la matière, déjà, je vais vous dire bonjour les gars. Allô? Ça va? Salut. Oui. Hello. Avez-vous hâte à l'émission d'aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Parce que ça Ouais. fait un mois que je baigne dans cette histoire-là, fait que j'ai comme hâte que ça sorte puis que je puisse passer à un autre sujet. Ça m'est préparé, ça m'a fait ses recherches. Vraiment beaucoup. Moi, j'ai très hâte parce que c'était un sujet, au-delà du fait folklorique des conspirations, le fait d'en parler de façon plus sérieuse et plus documentée, ça va être très intéressant. Puis, je vais probablement m'enrichir un peu de ces éléments-là, notamment la pyramide que tu vas nous présenter incessamment. Oui. Donc, pour vous mettre en contexte, un peu avant de rentrer en matière dans la conspiration, il y a une des choses que j'entends souvent là, quand les gens, mettons, qui sont pas dans la droite, commencent à soulever des questions, c'est « Ha ha, t'es devenu un conspirationniste toi aussi ». Puis, je pense que c'est important, en fait, de remettre un peu en contexte les différents niveaux de conspiration qui existent. Puis, pour ce faire, un des trucs que j'aime beaucoup utiliser, d'ailleurs, c'est quand j'enseigne, c'est la première charte que je montre là, quand je rentre dans le cours sur la désinformation. C'est une pyramide qui a été créée par, son nom sur TikTok, c'est Tofology. Son vrai nom, c'est Abby Richards. Donc, c'est une jeune femme qui recherche, qui fait une maîtrise de mémoire, là, qui recherche un peu, là, qui investigue sur ces conspirations-là, puis qui fait de l'éducation là, avec humour et légèreté, malgré le sujet parfois lourd. Et de la façon que ça fonctionne, en fait, c'est que la pyramide, on commence, en fait, on rentre pas tout de suite dans l'univers où est-ce qu'on est convaincu, dur comme fer, qu'il y a des lézards extraterrestres qui contrôlent l'entité humanitaire au grand complet. Puis, même en tant que personne, généralement, on commence pas, on n'y croit pas de 0 à 100 dans les conspirations. Il y a comme un processus là, de radicalisation, si on veut. Et généralement, comment on divise, disons, les conspirations, c'est qu'on commence par un peu ce qui est ancré dans la réalité. Donc, ce qui est ancré dans la réalité, c'est le petit bout des pyramides. C'est les choses que c'était autrefois des conspirations, même il y a eu des fichiers, des dossiers qui ont été réouverts, etc. Et maintenant, on sait que c'est relativement vrai. Un des exemples que j'aime donner de ça, c'est toute l'histoire de MKUltra. Oui, là, il y a beaucoup de fiction autour de MKUltra, mais on le sait que c'est des expérimentations qui ont vraiment eu lieu. Bon, il s'est rien passé de magique, là. C'était des expérimentations qui n'ont pas donné grand-chose au final. Mais on le sait, même à Montréal, à l'Université McGill, il y a eu une partie de ces expérimentations-là financées par la CIA qui ont eu lieu là, sur le sol de l'université. OK. Donc ça, ce sont des choses, c'est des conspirations. Mais c'est arrivé, c'est factuel, on a les preuves, ça a été avoué. Parfait. Ensuite, on y a ce qu'on appelle la ligne de spéculation. Puis là, pour ceux qui... Le montage vidéo, peut-être qu'on va rajouter un petit visuel, on va le mettre en lien, etc., pour que vous puissiez le voir. Mais c'est là qu'on rentre un peu dans la notion de, OK, on a des questions. Généralement, par exemple, on peut penser à Area 51. Est-ce que je peux affirmer hors de tout doute que des extraterrestres en fait absolument pas? Mais, clairement, il nous manque des informations pour savoir exactement ce qui se passe dans Area 51. Puis, c'est simple et rationnel de dire « What's up? » Puis de dire, lever la main et faire comme « Monsieur, j'ai des questions. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? » Puis concrètement, on n'en a pas des réponses. Puis là, c'est là qu'on rentre un peu dans la notion de partir de la réalité. Parce que où est-ce que les conspirations deviennent problématiques, c'est pas au moment où est-ce qu'on pose des questions, c'est où est-ce qu'on commence à un peu fill the blank avec des spéculations qui sont pas basées sur des choses réelles et concrètes. Puis c'est là un peu qu'on rentre un peu dans la zone grise. Il y a une zone là-dessus qui est un peu en mode, bah, c'est faux, mais relativement sans danger pour personne. Puis là, c'est là qu'on rentre un peu dans les choses, le Titanic a jamais coulé. C'est une conspiration qui existe. Concrètement, que tu sois convaincu que le Titanic a jamais coulé, ça change pas grand-chose dans la vie de personne. C'est comme, OK, sure. Si ça tente d'y croire, pourquoi, OK, il y a des questions, pourquoi c'est arrivé, peut-être qu'il nous manque d'informations, c'est un peu mystérieux comme situation. Mais là, tu as commencé à un peu remplir les vides qu'il y avait par des théories
qui repose généralement sur d'autres théories. Puis c'est là qu'on commence un peu à rentrer dans la zone de conspiration, puis c'est là qu'on veut pas être, right? Parce qu'une fois qu'on rentre dans ces choses-là, c'est qu'on a fait une acceptation cognitive qu'on pouvait inventer des choses pour répondre à nos questions. Puis c'est là que ça commence à devenir un peu dangereux, puis qu'on commence à dire qu'on s'est mis la main un peu dans un engrenage qui peut parfois être dur d'en sortir. Il y a plein de théories dans cette zone-là qui sont drôles. Entre autres, une de mes préférées, c'est le fait qu'Avril Lavigne a été remplacée par un clone. Encore une fois, c'est basé sur rien. Est-ce que ça change quoi que ce soit dans la vie quelconque que quelqu'un croit ça? Pas vraiment. Il y a des avions qui décollent en background. OK. Où est-ce que là, ça devient dangereux? C'est quand on commence à pas juste quitter la réalité, mais la nier en partie ou totalement. Et c'est là qu'on peut commencer à être un danger pour soi-même ou les autres. Là, on peut penser, là, tous les gens qui commençaient à s'inquiéter là, énormément des réseaux 5G, puis pas juste de s'inquiéter, parce que s'inquiéter, c'est poser des questions. C'est, c'est une nouvelle technologie. Est-ce qu'on a fait des études acceptables sur les risques de? Là, on parle plus de moi, je sais, for a matter of fact, que le 5G, ça perturbe les ondes cérébrales des gens, puis que c'est dangereux, puis c'est le gouvernement qui veut nous contrôler. Là, on a quitté la réalité. On est en train d'inventer des choses. Puis ça peut potentiellement être un danger pour soi et les autres, parce qu'on sait qu'il y a eu des gens qui ont fait des actes, en fait, criminels pour essayer de détruire des tours de 5G parce qu'ils avaient peur de ça. Donc, ils commencent à avoir un danger. Il y a toute la notion qu'il y avait une conspiration qui disait que les enfants étaient trafiqués sur le site de Wayfair. Je sais qu'on en avait parlé dans notre balado, là, toi puis moi, Sam. Où est-ce que justement, il y avait des items un peu bizarres qui étaient mis en vente, qui avaient des noms humains. Puis là, les gens s'étaient mis à s'imaginer qu'en fait, l'armoire, le coussin qui s'appelait Steven, c'était un enfant kidnappé qui était vendu à 15 000 sur un site. Puis c'était comme toute une grosse conspiration. Puis là, il y avait des dangers. On peut penser à Pizzagate, où est-ce qu'il y a carrément quelqu'un qui s'est pointé dans la pizzeria du coin avec une arme à feu pensant qu'elle allait sauver les enfants. Fait que là, on est un danger pour soi et les autres. Puis éventuellement, il y a le point antisémique de non-retour. C'est là qu'on rentre dans comme le monde est contrôlé par des entités genre mystérieuses qui généralement sont inspirées de certains mythes qui ont été popularisés pendant une certaine époque de guerre mondiale par des mythes un peu là, qui étaient utilisés pour vilainiser l'autre. Puis dans le fait, est-ce que c'est dangereux, particulièrement cette section-là, c'est qu'on commence à vilainiser l'autre, puis on commence à déshumaniser l'autre à un point où est-ce qu'on peut justifier éventuellement la violence envers ce groupe marginalisé-là. Puis là, c'est là qu'on rentre dans le QAnon, c'est là qu'on rentre dans tous les gens qui nient le fait qu'il y a eu un holocauste, c'est là qu'on rentre dans les lézards, parce que je sais que les lézards, c'est drôle en surface, mais dans les faits, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un groupe d'humains qui sont pas vraiment des humains. Puis si c'est pas des humains, ben on a le droit de leur faire mal parce que c'est de la défense, right? Fac, ça, c'est notre pyramide. Puis là, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parle de conspiration puis qu'on parle un peu des gens qui sont plus dangereux, on est dans les deux niveaux du haut, là, qui sont un petit peu plus là, déconnectés de la réalité, qui sont essentiellement violents, qui déshumanisent l'autre. Mais que concrètement, dans une société saine, la pointe de l'iceberg, puis mettons le premier niveau, on a des questions, c'est normal et c'est quelque chose d'important de faire, de pas juste prendre pour du cash non plus tout ce qui nous est raconté, puis de poser des questions tant qu'on reste ancré dans le factuel et les preuves. Voilà. Questions, commentaires? C'est super clair. Ouais, voilà. Ouais, ben, c'est intéressant d'avoir cette façon-là de grader. Et c'est toujours aussi la frontière hein, où quand on fait ses recherches ou poser des questions, parce que des fois, douter, c'est bien, c'est sain, mais c'est à quel moment de douter devient malsain. C'est là où la frontière n'est pas claire, parce que c'est sûr que, tu sais, je sais pas, on n'est pas... Puis ça, c'est l'autre défense qu'on entend souvent, on se fait traiter de mouton parce qu'on accepte les choses. Ben, la réalité, c'est pas nécessairement comme ça, parce que on a des bases factuelles sur lesquelles on s'appuie, qui nous sont les nôtres, qui nous amènent, et les recherches qu'on fait ben, sont différentes de celles des autres, où minimalement, on n'est pas dans un état de corroboration de nos histoires internes, parce que c'est vraiment comme ça que tu le mentionnes, de remplir soi-même les vides, et donc de faire des conjectures de choses qui, pour bien des cas, n'ont aucune attache au réel ou aucune attache en science, ce qui déjà est un signe assez important
de comment il se passe. Puis juste pour, en termes de conspiration récente, mais qui n'est pas celle qu'on va aborder, le 5G dans les vaccins, c'est là où on voit la non-attache dans le réel de cette façon de remplir un vide d'incompréhension du fonctionnement des technologies des vaccins et qui est une fausse réponse et pas attachée dans la science, malheureusement en l'occurrence, et qui a amené à beaucoup de grandes préoccupations et notamment comme tu dis, des gestes violents, des réactions démesurées pour quelque chose qui, si on fait des recherches sérieuses scientifiques, on aurait eu des réponses beaucoup plus robustes et rassurantes à bien des égards sur où on se dirige, puis ça nous sort d'une espèce d'état de paranoïa. Là. C'est là aussi que ça l'amène. Là. C'est comme se créer des peurs. En tout cas, bref, moi, comment je le perçois. Là. Comment on le voit dans la pyramide, plus on monte, plus on devient paranoïaque, puis plus on a peur d'à peu près tout ce qu'on comprend pas, malheureusement. Là. Oui, sauf que ce qu'on sait aussi des conspirations, c'est que ça a un effet d'apaisement, en fait, ironiquement, là, autant que, tu sais, on voit que ça les rend plus effrayés, mais le point, c'est que c'est beaucoup basé sur du storytelling puis une simplification du monde, en fait. Parce que c'est beaucoup basé sur sa perception, puis de pouvoir juste plus faire confiance à son feeling, son gut feeling, plutôt que de, mettons, tu sais, des fois, il y a des phénomènes naturels que ça fait pas du sens cognitivement, mais c'est ce que la science nous dit. Puis le monde est complexe, il se passe plein de choses, il y a plein de niveaux, etc. Puis une conspiration, de façon typique, une conspiration qui pogne bien, ce que ça fait, c'est que ça prend la main de la personne, puis ça lui dit non, non, non. Le monde, en fait, est extrêmement simple. Il y a des vilains, puis les vilains, c'est des purs vilains diaboliques, mouhaha. Puis les héros, c'est des bonnes personnes pures, saines, quasiment godlike, c'est des anges. Puis toi, tu sais le secret, puis t'es du bon côté de la bonne équipe. Puis si on est ensemble, on va pouvoir se protéger contre les vilains, puis c'est facile. Ça enlève la nuance, ça enlève la complexité, puis ça simplifie en fait avec une trame narrative qui donne une communauté à la personne, qui lui donne des pairs en fait avec qui ils peuvent se soulever là, contre le clair vilain. Ça simplifie, ça rassure, ça donne une importance également. Puis tous ces facteurs-là, c'est un peu la raison pour laquelle, si je parlais d'engrenage, c'est que ça peut devenir addictif, en fait. Parce que ça donne un sens, ça donne une importance à la personne, ça donne une communauté, ça donne des réponses, ça simplifie, donc ça l'apaise, cette anxiété-là. Puis c'est ce qui fait que les gens, souvent, quand ils tombent très, très profond dans le terrain du lapin, c'est très dur de les ramener. Ils ont fait plein de compromis cognitifs là, pour en arriver où est-ce qu'ils en sont. Mais ils ont trouvé une communauté, ils ont trouvé quelque chose qui les rendait plus confortables, puis qui leur expliquait rapidement, oui, je suis du bon côté de l'histoire. Puis c'est un peu ce qui fait que c'est dangereux, ce genre de conspiration. Ouais, moi, d'apparence, c'est très religieux. La façon que tu le mentionnes, ça ramène beaucoup des symboles religieux, pas au sens la croix, là, mais au sens où tous les éléments que la religion rapporte, c'est-à-dire c'est une histoire qui est rassurante, qui nous remet dans un collectif dans lequel on est tous ensemble, on a tous les mêmes méchants, on a tous les mêmes gentils. Et de cette histoire-là, on avance avec la même chose. Les grandes religions sont essentiellement à peu près dans le même genre de thématique, puis ils répondent à des questions qu'on ne comprend pas. Comment puis ça se répond avec les moyens qui étaient disponibles à l'époque, donc pas avec beaucoup de science, avec beaucoup d'imagination. Donc, on arrivait dans ces moments-là. Moi, personnellement, j'aime ces histoires-là parce que c'est du storytelling et quand même, en général, il est assez bien fait, le storytelling, au point où ça en est intéressant de le lire, mais comme un œuvre de fiction, pas comme une œuvre attachée dans le réel. Ah, Et je là, m'ennuie c'est de là où le l'époque où est-ce problème, c'est que... que les gens, comme tu mentionnes, Oui. plus haut de la pyramide, eux ont détaché l'élément de fiction de l'histoire dans lequel ils embarquent. Puis l'autre aspect qui est quand même aussi intéressant, où parfois le storytelling devient chaotique, là, puis tu sais, on a l'impression que les gens se contredisent. Là. Certains, quand tu les écoutes régulièrement, puis un peu, là, tu dis ça aujourd'hui, la semaine dernière, ou il y a 3 mois, c'était complètement différent ton histoire. C'est que souvent, c'est que le doute, tu sais, le fait de ne pas être d'accord avec le narratif ou l'histoire dominante, c'est ça qui est un peu le facteur qui relie les gens dans la communauté. Donc, c'est plus important de ne pas croire TVA que ce que tu crois pas. Fait que ce que tu crois, c'est secondaire. C'est le fait que tu crois pas l'autre ou tu doutes de l'autre. Fait que c'est pour ça que des fois, de l'extérieur, quand on n'est pas là-dedans, on se dit, attends un peu, là, la semaine dernière, tu disais que
le vaccin tuait l'âme. Aujourd'hui, tu dis que ça te transforme en démon. Mais c'est lequel des deux? Mais c'est pas grave. C'est pas grave si ça fait pas de sens parce que ce qui est important, c'est que tu rejettes le vaccin, que tu doutes de ça. En tout cas, fait que c'est quand même, comme Mais tu dis, là, c'est... Oui. ce que tu parles, c'est ces genres de moments-là où est-ce que le narratif se réajuste. Souvent, c'est quand une prophétie ne se réalise pas. C'est le principe de tout ça. Puis tu parlais, Nicolas Louis, que c'est quasiment religieux, mais tu sais, c'est pas un hasard que les conspirations puis le monde un peu spirituel sont comme très interreliés. Puis, donc, comme tout univers spirituel, il y a toujours l'annonce de la fin du monde, right? L'apocalypse arrive à un moment donné. Puis le principe, c'est que quand cet apocalypse-là ne se réalise pas, ben là, c'est comme oh non, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a comme un moment là, de buzz dans les écosystèmes, les communautés, où est-ce que les gens font juste jeter comme une explication par-dessus une autre, une justification pour essayer de sauver un peu la face, si on veut, puis pour un peu comme resécuriser la communauté. Puis là, il va y avoir une période de chaos où est-ce qu'il va y avoir plein de versions différentes du narratif qui va réaliser, puis éventuellement, ils vont juste parvenir à un consensus de « Ah, l'explication, c'est en fait que… » Puis ces moments-là où est-ce que tu as l'impression que c'est comme « Ah, mais la semaine dernière, etc. » Souvent, c'est parce qu'il y a eu ce genre de moments-là où est-ce que la réalité, là, direct dans la face, comme un seau d'eau froide. Puis là, ben, il faut comme retrouver vite un narratif. Puis dans ces périodes de chaos-là, il n'y a aucune logique dans la ligne narrative parce que c'est tout en même temps. On essaie juste de trouver quelque chose qui fait un peu l'unanimité de la communauté. Puis là, on se réattache à la nouvelle chose. Puis effectivement, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait du sens logiquement, mais ça fait du sens émotionnellement pour la communauté. D'ailleurs, en parallèle, si vous avez des proches qui tombent dans ce genre de conspiration-là, le moment où est-ce qu'une conspiration, qu'une apocalypse ne se produit pas, c'est le meilleur moment pour sortir quelqu'un de ces univers-là. Parce que pendant qu'il y a un chaos dans la communauté c'est en train de chicaner, il y a moins d'esprit communautaire qui est en place, ça a de moins en moins de sens, il y a un peu plus de dissonance cognitive que d'habitude, puis c'est là qu'on peut inviter nos proches à venir toucher du gazon, puis à éventuellement peut-être essayer de les ressortir de cet univers-là. Donc, maintenant qu'on est mis en contexte, Sam, tu as fait des recherches depuis le dernier balado, des longues recherches. Oui. Je vais commencer par 2 avertissements, par exemple. Vas-y. OK? Le premier, c'est que je veux quand même avertir les auditeurs et auditrices que l'histoire qu'on va raconter, ça va traiter de violences sexuelles et de suicide. Donc, si c'est des sujets qui ne vous tentent pas, vous pouvez sauter cet épisode. Là, on n'est quand même pas dans notre terrain de jeu habituel. Là. On ne parle pas de hacker puis de brèche de données. Là. On est un petit peu plus sombre et dark. Donc, on se retrouve au prochain épisode, puis c'est bien correct. L'autre avertissement, c'est que l'histoire est vraiment complexe, puis toutes les sources ne sont pas super fiables ou aussi fiables les unes que les autres. Fait que j'ai lu un livre, j'ai écouté des balados, certains plus conspirationnistes que d'autres. J'ai lu je ne sais pas combien d'articles. Puis j'essaie de départager au début ce qui est un peu plus factuel, puis ce qu'on sait que c'est assez sûr. Puis plus tard, peut-être ce qui est un peu plus louche ou ce qui reste à répondre et tout ça. Fait que, on va commencer. Donc, qu'est-ce qu'on sait, pour sûr? On sait qu'en 1998, en anglais, ils disent Ghislaine, mais on va l'appeler Ghislaine, parce que c'est comme ça que ça s'écrit. Fait que Ghislaine Maxwell, qui était la copine d'Epstein à l'époque, a commencé à visiter des collèges, des écoles d'art, des spas et autres endroits, sous prétexte de recruter des assistantes et des masseuses pour Jeffrey Epstein, en 1998. En 2005, à ce moment-là, plusieurs fois par jour, des jeunes filles arrivaient dans son manoir sur l'île de Palm Beach, puis ils avaient acheté cette maison-là, je pense, pour à peu près 2,5 millions là, au début des années 90. Puis le 14 mars 2005, il y a une femme qui appelle la police. Puis elle dit, écoute, je pense que ma belle-fille a été agressée par un homme riche. Puis elle avait entendu ça d'une autre fille, une autre femme, qui elle avait entendu sa fille à elle parler avec son chum. Puis comme ces deux jeunes-là parlaient de la belle-fille, là, de la personne qui appelait la police. Puis elle dit que la belle-fille en question avait été payée pour coucher avec un d'autre de 45 ans. Fait qu'elle appelle la police, elle dit « Ma belle-fille a été payée. » Puis sa fille avait… c'est ça. Fait que cette fille-là, c'était Jane Doe 1 dans le rapport de police, puis elle avait 14 ans à l'époque.
Là, sans rentrer trop dans les détails, les jeunes qui étaient recrutés par Epstein recrutaient à leur tour d'autres jeunes filles. On leur promettait de l'argent en échange de massage, mais une fois sur place, Epstein les faisait se déshabiller, il les agressait, des fois pas la première fois, des fois ça pouvait prendre d'autres visites, mais d'une fois à l'autre, les choses escaladaient régulièrement. Puis plusieurs de ces victimes, pour de l'argent ou aussi pour échapper là, aux avances sexuelles d'Epstein, ils devenaient des recruteuses à leur tour. À un moment donné, Epstein aussi envoyait ces jeunes filles-là s'occuper de ses amis. Donc, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, c'était un genre d'entreprise pyramidale là, de pédophilie là, qui avait comme installé. L'enquête de police de West Palm Beach allait découvrir 18 victimes là, avec leur nom, puis des gens qui avaient pu identifier, retracer, à qui ils pouvaient parler. Puis, il y en aurait eu beaucoup plus. On parle des fois de 2-3 filles par jour là, qui allaient au manoir d'Epstein, puis certaines aussi jeunes que l'âge de 13 ans. Puis cette enquête-là, elle va aller genre nulle part. Fait que là, on recule un petit peu plus tard en arrière. Fait que Epstein, lui, a grandi dans une famille relativement modeste, là, genre classe moyenne. Il a grandi à Coney Island. Il avait vraiment de la facilité à l'école. C'était une bolle, surtout en maths. Il a sauté sa 3e année. Il a sauté sa 8e année, là, fait que genre notre secondaire 2. Puis il a terminé son secondaire à l'âge de 16 ans. Il s'est inscrit dans une première université en maths, puis il l'a quitté pour aller à NYU, puis il n'a jamais obtenu de diplôme. Fait que c'est un drop-out de collège. C'est là que ça commence à être un peu weird. Mais pas encore trop, mais on est encore dans du factuel. Fait qu'on sait qu'en 1974, il n'y a aucun diplôme universitaire, mais il est embauché comme prof à l'école Dalton. Fait que là, Dalton, là, c'est genre l'école préparatoire pour l'élite de New York. Aujourd'hui, là, ça coûte à peu près genre 50 000 $ par année de frais de scolarité pour aller à Dalton. Tu sais, c'est comme, si tu vas là, c'est parce que c'est ça. Tu t'attends à avoir une bonne éducation. Fait qu'habituellement, tu t'engages du monde qui ont des compétences. Le directeur de l'école qui l'a embauché est Donald Barr. Puis là, il faut vous rappeler de ce nom-là parce que ça va être à l'examen. Fait que rappelez-vous de Donald Barr. Parfait. Epstein a tellement impressionné un parent lors d'une réunion parents-prof. Ça, c'est l'histoire officielle, disons. Il a tellement impressionné que le parent a recommandé Epstein à Alan Greenberg, qui travaille pour la firme ou qui était un des boss, propriétaires, partenaires de la firme d'investissement Bear Stearns. Puis Epstein, il avait 23 ans. Je rappelle, à ce moment-là, il n'avait pas de diplôme. Greenberg a pris le jeune sous son aile, puis en 1976, donc, il part travailler pour Bear Stearns. Il devient assez rapidement un limited partner. Fait que c'est comme un partenaire, mais pas avec comme tous les droits de partenaire. Puis en 81, il quitte la firme. Puis les causes sont un peu nébuleuses. Il y aurait peut-être eu des transactions louches. En tout cas, c'est pas très clair pourquoi, mais il n'y a pas de charge, il n'est pas poursuivi. Il fait juste quitter Bear Stearns. Puis là, il part sa propre entreprise d'investissement. Il accepte pas de clients. En tout cas, ce qu'il disait à l'époque, là, c'est qu'il n'acceptait aucun client qui n'avait pas au moins 1 milliard à investir. Fait que, lui, il dit, moi, je travaille pour les plus riches des riches. Un de ses clients, Les Wexner, c'est lui qui lui aurait acheté son manoir à New York, là, le fameux manoir là, qui a fait couler beaucoup d'encre, dans le Upper East Side. C'est comme la plus grosse résidence privée de la ville. Il y a comme un trottoir chauffé, puis tout. Tu sais, Puis, son client lui a comme vendu, donné, c'est pas super clair. Elle vaut aujourd'hui, je pense, autour de 67 millions, là, cette maison-là. Les Wexner, c'était le boss de L Brands, qui a plusieurs magasins, dont, par exemple, Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch, en tout cas, plusieurs marques. Puis à un moment donné, leur lien était tellement proche qu'à un moment donné, Wexner a même signé une procuration qui faisait qu'Epstein était son représentant légal pour tous ses trusts, toutes ses fondations. Il pouvait signer les contrats en son nom. Il y avait comme l'accès total. Epstein a eu beaucoup d'amis. C'est un peu ça qui fait que c'est devenu le personnage que c'est aujourd'hui. Les plus connus sont Bill Clinton et le prince Andrew. Il y aurait aussi un premier ministre. À un moment donné, il y avait des rumeurs. C'est-tu Tony Blair? Mais on pense que c'est probablement plus Ehud Barak. En tout cas, il y a d'autres gens dans son entourage. Sinon, il y a l'acteur Kevin Spacey. Lui aussi, il a eu des problèmes avec
la jeunesse de ses fréquentations. Le magicien David Copperfield, Michael Jackson, lui aussi peut-être des petits problèmes. Le président de Harvard de l'époque, Jeffrey Summers, le PDG de Revlon, des hôtels Hyatt et bien sûr Donald Trump, mais ça on va en parler plus tard. Ghislaine Maxwell avait aussi un carnet d'adresses assez bien rempli. Elle était présente au mariage de Chelsea Clinton. Je pense qu'elle était proche de la fondation là, des Clinton. Puis, on va parler de son père tantôt, là, mais de ce que j'ai lu, là, c'est Maxwell, Ghislaine Maxwell, qui a ouvert les portes de la haute société à Jeffrey Epstein. Comme lui, il a fait de l'argent, mais il n'y avait pas les contacts, alors que Maxwell, elle venait comme de la haute société, de la vieille bourgeoisie. Tu sais, elle connaissait la royauté, elle connaissait des gens. Fait que ce serait elle qui aurait beaucoup ouvert les portes là, pour Epstein. Fait que là, l'enquête policière de 2005, là, dans le livre Perversion of Justice, la journaliste Julie K. Brown, puis si vous voulez lire un livre sur cette histoire, je pense que c'est vraiment très bien. Puis elle n'est pas du tout dans la conspiration. Ça apparaît, c'est vraiment très documenté. Puis les choses plus louches qu'on va parler tantôt, elle n'en parle juste pas. Elle s'en tient pas mal à ce qui a été comme prouvé en cours ou prouvé par des enquêtes. Là. Fait qu'elle parle de l'espèce d'environnement un peu incestueux là, entre les riches, la politique, les politiciens dans la région de la Floride où qui était. Là, puis ça a l'air. En tout cas, c'était bien proche. Un chum, c'est un chum, là, comme on dit. Là, c'était bien proche, ces gens-là. Par exemple, elle donne l'exemple de Gerald Goldsmith, qui était le fondateur de la Palm Beach National Bank et membre du CA, du régime de retraite des policiers. Fait que, qui aurait appelé le chef de police de West Palm Beach pour dire, regarde, là, laisse Epstein tranquille, là, il n'a rien fait, le pauvre gars, arrêtez de l'écœurer. Un autre exemple, c'est qu'il y a une perquisition chez Epstein. Ben, il y a 6 ordinateurs puis une gang de disques durs qui ont disparu. Donc, Epstein avait été averti avant que la police là, débarque chez eux. Puis ce matériel informatique, ben, il n'y a aucun procureur par la suite qui a essayé de l'obtenir. Ça juste, c'est comme, c'était pas là. Ben, tant pis. Sa salle d'ordinateur était vide, mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Epstein, il y avait les meilleurs avocats. Un qui est assez célèbre, et là, je fais très attention parce qu'il peut poursuivre. Donc, Alan Dershowitz, très sympathique, éminent personnage. C'est lui qui avait défendu O.J. Simpson. Puis il y avait aussi Kenneth Starr, le procureur spécial là, qui a poursuivi Bill Clinton, puis qui a mené à sa destitution là, dans l'affaire Lewinsky. Fait que là, on ne rentre pas tout dans les détails, là, mais les tactiques qui ont utilisées et qui sont décrites dans le livre, là, c'est juste dégueulasse. Puis à un moment donné, tu as de la misère à suivre tous les trucs qu'ils ont fait. Salir les victimes ou les menacer tout simplement. Embaucher le mari d'une procureure qui est un petit peu plus zélée que les autres. Comme ça, elle est en conflit d'intérêts, fait que là, elle est obligée de lâcher la cause. Faire des plaintes genre au barreau pour toutes sortes de picadilles comme pour essayer là, de mettre le chaos là, dans la vie des avocats, des procureurs. Fait que là, le bureau du procureur a vraiment, excusez-moi, traîné des pieds là, dans cette histoire-là. Pour eux autres, au début, c'était juste une histoire, c'était des jeunes prostituées, puis qu'est-ce que tu veux, là. De toute façon, ça fait pas des bons témoins, puis lui, c'était un gars respectable, puis tu sais que... Il y avait aussi beaucoup de... Tu sais que le bureau du procureur était comme très impressionné par les avocats ultra célèbres de l'autre bord, fait qu'il était quasiment plus... Tu sais, il y avait comme de la sympathie pour l'autre côté, fait que tu sais, c'était vraiment un mess, fait que c'est allé nulle part. Puis l'enquête a finalement été transférée au FBI. Fait que là, les agents du FBI ont continué à travailler là-dessus, puis eux, ils ont identifié 34 victimes. Fait qu'on est passé de 18 à 34. Sauf que là, en 2008, Epstein plaide coupable à 2 accusations, puis il a été condamné à 18 mois de détention, puis il va juste en purger de 13. Puis le plus troublant dans cette histoire-là, puis c'est ça qui a pris plusieurs années à sortir, c'est que le procureur de l'époque, Alexander Acosta, ça c'est un autre nom à se rappeler là, qui va être à l'examen, avait offert un accord à Epstein. Fait qu'en échange de plaider coupable aux 2 charges, puis ces 2 charges comme mineures, là, aux États-Unis, ils ont des charges au niveau de l'État, fait que state charges, puis sinon c'est fédéral. Puis fédéral, ben, tu vas faire du temps plus long, puis souvent dans des prisons plus difficiles. Là. Fait que là, lui, il avait plaidé coupable à 2 charges de sollicitation du mineur, puis il recevrait l'immunité pour toutes les charges fédérales potentielles.
il a aussi obtenu l'immunité pour 4 conspirateurs qui étaient nommés, puis pour tous les co-conspirateurs potentiels qu'on ne connaît pas encore. Fait que là, c'était comme un genre de... Regarde, voici un chèque en blanc. Puis là où c'est encore plus dégueulasse, c'est que les victimes n'avaient pas été tenues au courant de cet accord-là. Eux autres, ils attendaient, genre, ils étaient supposés aller témoigner, puis ils attendent des nouvelles, puis personne ne les appelle, puis là, ils sont en train d'appeler leurs avocats, ils disent, ben écoute, faut-tu qu'on aille témoigner? Puis là, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Puis finalement, on leur dit, bon, laissez faire, c'est pas grave, vous n'avez plus besoin de témoigner, pas besoin de vous autres, parce que là, l'histoire est comme terminée. Fait que là, cet accord-là, ça a mis un terme à l'enquête du FBI. Puis les conditions de détention, disons que c'était moins que standard. C'est moins que ce qu'on s'attendrait ou que ce qu'un kidam ordinaire aurait à vivre. Il se fait transférer dans une aile différente. Puis c'était comme une aile qui n'était pas vraiment en fonction, fait que c'est lui qui paye les gardes pour ouvrir l'aile de prison. Il peut sortir 12 heures par jour, 6 jours par semaine pour aller dans son bureau travailler. Puis selon les règlements du système correctionnel, les délinquants sexuels n'ont pas accès là, à ce genre de sortie pour aller travailler, mais lui, finalement, il peut sortir quand il veut. Puis c'est ça, en tout cas, puis il y a plein d'autres détails dans le livre, mais en tout cas, on va passer vite. Puis à sa sortie de prison, il était supposé être en confinement pendant 1 an là, pour sa probation, mais il a pu aller sur son île dans les îles Vierges. Il se promenait, puis on le laissait faire. En tout cas, finalement, ça a été un truc assez bon. Jusque-là, tout va bien? Avez-vous des questions? J'ai beaucoup de questions. on est beaucoup dans la zone, justement, on a des questions. On a des questions. Ah ouais? Pourquoi? Il se passe des choses, puis je me demande... J'ai le goût de lever ma main puis de dire pourquoi. Ben, on va y venir. On va venir avec des hypothèses. Okay. En 2003, il y a une journaliste... parce que l'autre chose que je te parlais qui faisait taire les victimes, là, un des exemples de ça, là, c'est qu'en 2003, il y avait une journaliste qui a préparé un article sur Epstein pour Vanity Fair. J'ai retrouvé là, une archive là, sur Archive.org de cet article-là. Puis, justement, ça, c'est pas mentionné, parce qu'elle avait réussi à trouver 2 jeunes qui disaient avoir été agressés sexuellement par Jeffrey Epstein. Puis 2 jeunes qui étaient prêts à aller à témoigner à visage découvert avec leur nom. Il y avait les parents d'une des 2 victimes au moins qui étaient prêts à témoigner. Fait que, elle avait ce qu'il fallait journalistiquement pour sortir l'histoire. Epstein a appris l'existence de ce projet-là parce qu'à un moment donné, il faut que le journaliste appelle Epstein et dise « Hey, j'ai ça, as-tu un commentaire? » Fait que lui a appelé l'éditeur, puis l'article est publié, mais sans aucune mention des actes illicites envers les jeunes femmes. Il y a quelques petites mentions que il est souvent entouré de jeunes femmes. Ça revient à quelques reprises, mais quand tu sais cette histoire-là, l'article est vraiment dégueu à lire. Parce que tu vois que finalement, là, tout ça a été nettoyé. Finalement, en juillet 2019, il est arrêté de nouveau et accusé de trafic sexuel. Cette enquête, finalement, ça a été lancé après une série d'articles explosifs là, de la journaliste du Miami Herald, Julie K. Brown, là, le livre dont je vous parlais. Écoute, elle a comme pas lâché cette histoire-là pendant des années parce que justement, elle comprenait pas pourquoi qu'il y avait eu cette sentence-là, bonbon-là. Fait qu'elle a comme réussi finalement à faire... les policiers ont accepté de parler, ceux qui avaient enquêté au début, puis à sortir un peu comment le bureau du procureur de la ville avait traîné les pieds, comment après ça, le procureur au niveau fédéral aussi. Dans la maison de Manhattan, la police, elle trouve des centaines, des fois ils disent des centaines, des fois ils disent des milliers, là, de photos à caractère sexuel avec des jeunes filles, puis certaines ont été confirmées comme étant des photos de mineurs. Il y avait supposément des caméras partout dans cette maison-là. Ça filmait les salles de bain, ça filmait les chambres. Puis dans un coffre-fort, la police va trouver du cash, des diamants, un faux passeport autrichien qui est expiré, mais qui a été utilisé pour visiter divers pays comme Dubaï et tout ça. Puis dans le coffre-fort, il y a des CD-ROM. Les jeunes, les CD-ROM, ça, c'était comme un disque. C'est comme un beigne aplati. Puis là, tu mettais ça dans ton ordinateur, puis tu fais comme jouer à des jeux ou écouter de la musique ou regarder des films là-dessus. Donc, il y avait des CD-ROM, puis il y avait des étiquettes écrites à la main, Young non plus non. C'est ça qui était sorti dans les médias à l'époque. Fait que genre Young non féminin plus le nom de quelqu'un d'autre. L'accusation
qui était porté là, en 2019, parle de douzaines au pluriel de filles mineures. Puis le 18 juillet, il y a le juge qui refuse de libérer Epstein sous caution. Fait que là, pauvre Jeffrey doit aller en dedans. Le 23 juillet, donc 5 jours plus tard, Epstein est retrouvé blessé et semi-conscient dans sa cellule. Il y avait des marques autour du cou, puis son compagnon de cellule, on va revenir, lui aussi est intéressant, dit ne pas savoir ce qui s'est passé. Lui, il n'a rien vu aller. La cellule, je sais pas, en tout cas, il n'a rien vu. Le personnel à la prison suspecte une tentative de suicide, mais ils ne peuvent pas éliminer la possibilité que c'est soit une mise en scène, soit une agression de la part d'un autre détenu. Comme ils disent, soit tu t'es suicidé, soit c'est le doute qui était avec lui, soit il fait ça pour faire pitié, mais on ne le sait pas. Puis le 10 août, il est retrouvé mort dans sa cellule. Puis William Barr, qui est alors le procureur général des États-Unis, déclare que le décès est dû à un suicide. Là, il y a c'est ça. On parlait de deux sujets un peu reliés. Le premier, c'est les personnes importantes qui sont impliquées. Il y a une femme, en 2014, Virginia Giuffre, qui a lancé une poursuite. Puis elle déclare avoir été trafiquée par Epstein et Ghislaine Maxwell et donnée à d'autres hommes, alors qu'elle avait 17 ans. Elle a nommé le prince Andrew et d'autres hommes et d'affaires et politiciens. Virginia Giuffre a rencontré Maxwell alors qu'elle travaillait à Mar-a-Lago, qui est le club privé qui appartient à Trump. Une autre personne qui est nommée par Giuffre est Jean-Luc Brunel. Ça, c'est un Français, c'est un recruteur de mannequins bien connu. Là. Il a découvert Sharon Stone puis Mila Jovovich, par exemple. C'était un gars ultra connu en France. Mais à un moment donné, il doit quitter l'Europe puis s'installe aux États-Unis après la diffusion d'un reportage où 2 jeunes mannequins disent avoir été drogués et violés par lui. Puis là, le Français s'installe aux États-Unis et au début des années 2000, il fonde l'agence MC2 avec nul autre que Jeffrey Epstein. Et Brunel va lui aussi être retrouvé pendu dans sa cellule après son arrestation. J'ai des questions. On aurait dû avoir juste un genre de flag qui dit genre j'ai des questions bazar. à chaque fois. Genre... ouais. Pour reprendre un peu la pyramide, il y a beaucoup de vide qui est laissé là et beaucoup d'éléments qui laissent remplir les vides facilement. Tu sais, là, on parlait de suicide. Il y a des éléments comme ça, des répétitifs, qui laissent beaucoup de place à l'imagination. Oui. À vouloir remplir. Ils n'amènent peut-être pas la bonne place. Oui, à faire de la peinture par numéro entre les éléments-là. En 2016, il y a une autre poursuite qui a été tentée par une femme de la Californie qui allègue que Epstein et Donald Trump l'ont agressée sexuellement lorsqu'elle avait 13 ans. La plaignante était anonyme, puis la poursuite a été abandonnée, puis selon ce que j'ai vu, c'est que son avocate dit qu'elle a été menacée, puis elle a décidé, finalement, je ne veux pas en parler. Puis elle a abandonné les poursuites. En faisant les recherches pour l'épisode, puis tu sais, j'avais lu son nom dans le livre, j'avais lu des articles sur elle de l'époque, puis là, j'ai appris que finalement que Virginia Giuffre s'est suicidée comme l'an dernier, au mois d'avril dernier, là, elle s'est enlevée la vie. Ce qui, en tout cas, ce qui m'a quand même fessé, parce que tu lis sur ça, puis elle a quand même le courage de se battre, puis de poursuivre fois après fois après fois. Là. En tout cas, fait que c'est quand même assez triste comme fin. Selon Forbes, puis là aussi, ça ouvre des questions. Entre 1999 et 2018, là, Epstein aurait généré des revenus de plus de 800 millions de dollars. Puis ça, ce sont des documents, c'est des demandes d'accès à l'information que le New York Times a réussi à obtenir avec ses entreprises. Là. Il y avait 2 entreprises enregistrées aux îles Vierges américaines. Là-dessus, il y a à peu près 490 millions qui proviennent de frais facturés des clients pour des conseils financiers. Son premier client, on en a parlé tantôt, c'est Les Wexner. Fait que ça, c'était son client numéro 1 jusqu'en 2007. Puis Wexner aurait payé autour de 200 millions en frais de consultation. Toi, Nicolas, tu fais de la consultation. Toi aussi, Catherine, je pense que tu en fais parfois. Est-ce que, je ne sais pas si vous me direz si c'est des tarifs normaux ou peut-être vous devez dire, au lieu de faire de la cybersécurité, j'aurais dû faire de la finance.
ou des conseils. En tout cas. Je suis clairement pas dans le bon domaine parce que je n'ai pas cette quantité d'argent-là qui me tombe du ciel. Puis probablement que je travaille beaucoup plus fort pour obtenir le moins d'argent que je dispose. Oui, ben, on ne sait pas ce qu'il faisait. On ne sait pas s'il travaillait fort ou pas, mais... En soi, le concept de conseil financier, comme... Ben, officiellement... Il ne travaillait pas. C'est des conseils de taxes. On parle de fiscal, des trucs fiscaux, puis de estate planning. Je ne sais pas. C'est comme lire dans des feuilles de thé rendu là. Ouais. Là. C'est aussi précis que ça. Je vais lancer des osselets puis je vais prendre une décision. Puis Wexner, ben, on a parlé tantôt du manoir qui avait été donné ou vendu, là, c'est pas super clair, mais il y a aussi le fameux jet privé, là, celui qu'on surnomme le Lolita Express, qui lui aurait été donné ou vendu par Les Wexner. Je tiens à souligner que Les Wexner n'a pas été accusé d'aucun crime et n'a jamais été... C'était juste un ami vraiment généreux qui donne un petit jet privé comme ça à son bon copain. Ça peut arriver. Wexner va couper les ponts avec Epstein en 2007. L'entreprise d'Epstein, qui sur papier allait super bien, jusque-là, ben là, après ça, dans les 5 années d'après, là, elle a des pertes. Une part de ça, là, ça peut peut-être s'expliquer par le fait qu'il y a une crise financière en 2008. Puis, tu sais, c'était quand même, il y avait des placements, puis tout ça. Mais en grande partie, parce que son argent, il venait des frais de consultation qu'il chargeait à Les Wexner. Sont pas mal, tu sais, son client principal. Puis là, sa situation financière s'améliore du jour au lendemain lorsqu'il rencontre son deuxième gros client. Puis celui-là, c'est Leon Black. Lui non plus n'a jamais été accusé d'aucun crime. Lui, c'est le cofondateur et l'ex-PDG d'une des plus grosses firmes d'investissement là, au monde. Là, c'est Apollo Global Management. Puis Leon Black, entre 2013 et 2007, aurait payé autour de 170 millions à Epstein. Avant ça, Epstein avait été le directeur de sa fondation familiale. Puis Black aurait aussi donné à peu près 10 millions à une des charités d'Epstein, parce que Epstein avait aussi diverses œuvres de charité. Là, je vais mettre mon chapeau parce que là, on passe au truc un peu plus louche. Là, je sais pour ceux qui écoutent, c'est moins visuel, mais on met nos chapeaux d'aluminium. Allez voir le Instagram, on va mettre... Mais juste faire une parenthèse, mais Wexner, c'était le CEO de Victoria's Secret. Oui. C'est pas tous les modèles qui sont majeurs qui rentrent là-dedans. On dirait que c'est comme... J'ai des questions. C'est des questions très pertinentes. OK, j'ai mis mon chapeau. Je suis prête. Fait que là, on a parlé là, de la fortune d'Epstein, des sommes astronomiques qu'il a reçues de la part de ses clients. Puis, tu sais, supposément, c'était pour des conseils de fiscalité. Bon, je ne sais pas si on a besoin de dire ça, là, mais selon Forbes, ce sont des sommes inhabituelles. C'est rare que les gens payent ce montant-là. Puis en plus, on peut imaginer que ces milliardaires-là, il y avait vraiment une armée de comptables et de fiscalistes qui étaient déjà payés pour faire ça. Là, mais comme j'ai dit, ces gens ne sont pas accusés d'aucun crime. Si le nom de William Barr, le procureur général là, qui a déclaré que c'est un suicide, est nommé par Trump, en passant, vous paraît familier, c'est que c'est le fils de Donald Barr, le directeur d'école qui a donné l'emploi de prof au jeune Epstein. On ne sait pas s'ils se sont connus à l'époque. Donald Barr, il aurait quitté l'école la même année où Epstein a été embauché. Puis un autre détail, c'est juste une coïncidence. Ça a alimenté beaucoup de théories de conspiration aussi. C'est que ce directeur d'école-là, il a aussi écrit un livre de science-fiction le titre, c'est Space Relations. Puis c'est l'histoire de quelqu'un qui part dans l'espace, je sais pas, il arrive sur une planète, puis là, il devient comme un esclave sexuel dans l'espace. Là. En tout cas, c'est comme une histoire de trafic sexuel dans l'espace. Je ne l'ai pas lu, là. J'ai lu des reviews sur Goodreads, parce qu'il y a plein de monde qui cherchait ce livre-là après cette sortie-là. C'est juste... Je sais pas pourquoi j'en parle, c'est juste un détail de plus. Les circonstances du suicide, entre guillemets, car... En tout cas, à l'autopsie, ils vont remarquer que Epstein a une fracture de l'os hyoïde. L'os hyoïde, c'est un os comme au niveau de la pomme d'Adam, en tout cas de la trachée. Puis ça peut arriver dans les cas de pendaison, surtout si la personne se pend en sautant d'une hauteur. Mais c'est pas fréquent, c'est beaucoup plus fréquent dans les meurtres.
Puis là, lui, se serait pendu comme ils l'ont retrouvé comme penché par en avant. Il avait attaché son drap sur le lit d'en haut. C'est des lits à 2 étages. Fait que là, disons que la fracture de l'océoïde, ça soulève des questions. Je vous ai parlé du premier incident, le 23 juillet. Ben, étrangement, l'enregistrement vidéo a disparu. Il y avait un enregistrement vidéo, mais ça, c'est pas là. Puis c'est le co-détenu dans la même cellule, là, Nick Tartaglione, qui avait fait la requête pour obtenir l'enregistrement, parce que lui, il disait qu'on allait le voir en train de sauver la vie d'Epstein. Alors que dans d'autres articles, on disait, bon, moi, j'ai rien vu, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, plus tard, il disait qu'il sauvait la vie. Tartaglione, lui, c'est un ancien policier qui s'est mis à faire du trafic de drogue, qui a été trouvé coupable d'un quadruple meurtre, une espèce d'affaire sordide. Là. Il a torturé une personne qui lui avait volé de l'argent, puis là, il a assassiné les 3 autres. Puis c'est un voisin qui l'a vu en train d'enterrer les gens dans sa cour. Ben, il habitait pas comme... il y avait des voisins loin, là, comme moi. Là. Fait que c'est difficile à voir, mais quand même, il l'a vu. Oui, mais pour ça, les voisins sont vraiment loin pour rien voir. Là. Moi, mes voisins, si je faisais ça... non, il verrait plus vite. Il me verrait vite, là. C'est ça. Mais là, lui, il purge actuellement 4 peines à perpétuité. Fait que, il ne fera pas de jardinage bientôt. Alexander... excusez-moi. Alexander... Je m'y attendais pas. Okay. Alexander Acosta, le procureur de la Floride là, qui va faire le deal du siècle à Epstein, lui aurait dit en entrevue plus tard que la sentence bonbon là, qui avait été offerte parce que Epstein appartenait au renseignement. He belonged to intelligence, en anglais. Ça veut dire la CIA. Et qui était above his pay grade. Genre, il est plus élevé là, dans la chaîne alimentaire que toi. Plus tard, il s'est rétracté, il avait dit non, c'est pas ça, il n'y a pas ça, mais à l'époque, c'est ça qu'il avait dit à un journaliste. Acosta, le même, là, celui qui a offert le deal bonbon, a été nommé secrétaire du travail par Donald Trump en 2017. Puis, depuis 2025, il est sur le CA de Newsmax, une chaîne d'info. Et info, là, j'utilise ce terme-là avec beaucoup de légèreté et de fantaisie, qui est farouchement pro-Trump. C'est genre Fox News, mais plus. C'est du Fox News double plus bon. Genre, ils trouvent que Fox News, c'est woke un peu. Genre, c'est un peu woke Fox News. Ils ont parti Newsmax. Puis après ça, tu t'en vas à One American Network, puis là, t'es vraiment loin. Fait que là, l'histoire de liens avec les services de renseignement, là, il y en a d'autres. Il y a des rumeurs de liens avec le Mossad, les services de renseignement israéliens, qui continuent de circuler. Il y a une exception du Mossad, il paraît qu'il habite à Montréal en plus, peut-être qu'il pourrait venir sur notre balado nous en parler, a dit à des journalistes là, qu'Epstein travaillait pour l'agence israélienne, puis que comme la maison là, de Manhattan était truffée de caméras, ben, cet agent du Mossad disait qu'il s'agissait d'une opération de honeypot, là, donc qu'il recueillait du matériel compromettant, puis là, il pouvait faire chanter des personnalités importantes. Le père de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, lui, c'est un baron de la presse. Puis il a été aussi député pour les travaillistes. Il y a eu un empire de la presse et tout ça. Puis il y a des rumeurs que lui aussi aurait peut-être été un agent du Mossad, mais ça, comme je dis, on est dans du mou. Là, mon chapeau m'impose des questions. Oui. Je me fais contrôler par mon chapeau. Ces choses-là, parce que ces invocations-là font partie du renseignement, font partie de ces choses-là, ça laisse quand même des traces administratives. Puis, l'absence d'invocation, autant de confirmer ou d'infirmer, me soulève des questions. Puis c'est là où on tombe dans une zone qui est grise. Parce que, tu sais, peut-être le Mossad, je peux comprendre que c'est peut-être un peu plus difficile pour les Nord-Américains d'avoir accès aux informations, mais la CIA, tu sais, c'est un peu moins difficile à obtenir des informations, minimalement de dire oui, il travaillait ou ne travaillait pas avec nous, sans dire exactement ce qu'il faisait ou peu importe le plan secret qu'il exécutait. Surtout qu'il est maintenant décédé, donc ils n'ont plus de temps à protéger le secret ou la vie de l'individu qui aurait peut-être détenu des choses qui auraient pu mettre sa vie en danger. Là. Peut-être.
pourrait aussi nier fortement les accusations, considérant que ça sous-entend sinon que c'est comme du trafic humain payé par l'État. Ouais, mais c'est ça. Comme tu dis, l'histoire que Epstein travaille pour l'agence, il y a un livre complet. J'ai pas lu ce livre-là. Il faudrait que je vais peut-être essayer d'en trouver une copie, là. Mais ça a l'air d'être basé sur une source. Est-ce qu'il y en a d'autres? Mais tu sais, les articles ou les reviews qui parlaient de ce livre-là parlaient d'une source. Fait que malheureusement, quand tu as juste une source, ben, c'est pas. C'est On est plus dans la zone de boiteux. spéculation un peu. C'est ça. C'est plus boiteux. Tu sais, je sais pas si cette source-là, elle est fiable. Ça prend de la corroboration. Faut que. Mais tu sais, Ouais, j'aimerais ça que tu fasses un croche sur ce degré-là de qualité des sources puis corroboration, parce que autant la pyramide nous indique comment aborder les choses, cette corroboration-là ou cette façon-là d'aborder les sources, parce que tu sais, ouais. les sources sur Facebook, c'est une chose, mais des sources fiables dans lesquelles, puis comment tu es qualifié, comment, comme journaliste, tu vas qualifier la qualité de ta source, puis à quel point tu dois chercher des sources secondaires pour corroborer Ben, ta source principale. tout le temps. Je dirais que, tu sais, ça dépend c'est quoi une nouvelle, là. Si quelqu'un écrit que l'équipe de soccer Pee-Wee a gagné son match, ça se peut que je me fie comme au communiqué de presse de l'équipe Pee-Wee, puis je suis pas obligé d'avoir une seconde source pour tu sais, ça dépend un peu de l'importance. Quand on parle de choses qui sont criminelles, illégales, tu sais, de cet ordre-là, de dire qu'un tel, il y avait un réseau de pédophilie organisé par le Mossad, ben là, ça te prend habituellement minimum 2 sources. Puis souvent, même, il y a certaines des critères selon la gravité des accusations. Tu vas dire, ben, je veux aussi avoir des documents. Tu sais, j'ai besoin de trucs écrits ou de choses que, par exemple, quelqu'un aurait fuité ou il y aurait comme d'autres preuves de plus. C'est dépendant un peu de la sévérité de l'accusation, ça va te prendre des preuves de plus en plus solides. Mais tu ne peux pas y aller avec juste une personne te dit. Si une deuxième personne te le dit, ben, tu es déjà plus solide. Mais souvent, on va avoir des articles qui vont dire on a parlé avec 12 sources. Puis ils disent tous la même chose. C'est fait que là, tu dis OK. Puis c'est le. Je sais pas moi, si tu avais, par exemple, une histoire d'agression comme ça, mais si tu as 4, 5, 6, 7, 8 femmes qui disent regarde, j'avais 14 ans, ce monsieur-là m'a invité. Puis tu sais, les détails sont tout le temps le même, ils décrivent la chambre de la même façon, ils décrivent le modus operandi de la même façon, mais là, tu peux dire, OK, c'est fiable, j'ai pas besoin de documents ou de caméras ou de ci. Fait que oui, c'est important. Il faut que tu puisses corroborer. Puis, tu sais, les sources, il faut tout le temps aussi que tu regardes, mais pourquoi est-ce qu'elles me parlent? Tu sais, ils ont tous aussi leur motivation. Est-ce que c'est pour se venger? Est-ce que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est. Mais c'est sûr que tu peux pas y aller avec juste une personne me dit ça, parce que, tu sais, nous autres, ça le fait régulièrement, là. Je reçois régulièrement des courriels me dire, je sais pas moi, Valérie Plante mange des bébés, là. Mais, tu sais, je peux pas écrire un article. Tu sais, selon Jean-Claude, Valérie Plante mange des bébés, là. Tu sais, je peux pas faire ça. Si 2 personnes m'écrivent pour me dire non, pas plus, là, ça me prendrait une photo du bébé. Avec une cuillère dans laquelle Oui. elle mange le Voilà. dit. OK, ben, c'est intéressant parce que on est dans un monde où plus, puis le conspi en fait partie, avec l'augmentation phénoménale du fake news ou des informations, misinformation, peu importe comment on le nomme, c'est de plus en plus, en tout cas pour moi, difficile de vivre et de trouver des sources crédibles. Parce que tu sais, j'ai reçu 2 courriels. Non. Pour moi, la crédibilité est encore très faible. Il faut que j'aie des sources qui sont quand même reconnues, fiables, et à laquelle j'ai moi-même mis un certain niveau de confiance à ces dites sources-là. Je fais des blagues, là, mais ça m'est arrivé de commencer des enquêtes sur des trucs parce que, bon, la personne, ça a l'air fiable, son histoire a l'air d'avoir de l'allure. Mais là, tu fouilles, puis tu fouilles, puis tu essayes de trouver d'autres façons de le prouver, puis tu n'en trouves pas. Ben, à un moment donné, tu te dis, ben, à moins que j'aie d'autres preuves, ton histoire, je peux pas aller plus loin avec ça, ou est-ce qu'il tu sais, je peux pas dire que tu mens, mais pour l'instant, j'ai pas assez pour aller de l'avant, tu sais. Ça ou d'autres fois, tu fais 2-3 appels, puis là, tu te fais dire: «Non, non, ça a pas d'allure», tu sais, ou
tu comprends ce que c'est. En tout cas. Mais oui, tu peux. On fait quand même beaucoup de travail qui finit pas en article parce que justement, tu commences une enquête pour réaliser que finalement, ben, soit ton hypothèse était fausse, puis tu ne vas pas écrire un article pour dire nous avons confirmé que Mme Plante ne mange pas de bébé parce que c'est pas vraiment d'intérêt d'actualité. Mais c'est ça. Fait que oui, c'est comme le travail, je pense que les gens ne voient pas. Puis en même temps, on ne peut pas le montrer parce que je ne peux pas me mettre à shooter comme des allégations pas prouvées, mais qui pourraient peut-être en même temps aider les gens à avoir plus confiance parce qu'ils verraient tout le travail que les journalistes font qui n'est pas publié parce que justement, finalement, surtout en enquête, là, si on revient à Maxwell, lui aussi est mort dans les circonstances mystérieuses. Ça, c'est le père de Ghislaine. On ne sait pas si sa mort était... Il est mort, il était sur son bateau, qui, c'était pas creepy pantoute, mais il s'appelait le Lady Ghislaine. Puis, c'était au large des îles Canaries. Puis, on ne sait pas si c'est un accident, parce qu'il paraît qu'il aimait ça pisser du bord de son bateau la nuit, là, fait qu'il serait peut-être tombé alors qu'il est allé pisser pendant la nuit, ou peut-être un suicide, lui aussi, parce que pas longtemps après sa mort, on a appris qu'il avait détourné des millions là, des fonds de pension de ses employés et que son empire était au bord de la faillite. Puis une autre théorie, c'est que vu qu'il avait des difficultés financières, il s'était retourné vers ses handlers du Mossad en disant « Regarde, si vous ne me donnez pas de l'argent, je vais dévoiler toutes les affaires que j'ai faites pour vous. » Et donc, c'est eux qui l'ont tué. Mais là, on est dans les spéculations. J'ai vu une affaire, le seul lien plus avec le Mossad, puis encore une fois, là, c'est vraiment weird cette histoire-là. Il y a eu une espèce de scandale sur un logiciel, c'est Promise, si je me rappelle. C'est un genre de logiciel qui sert à gérer des cas en cours, si je me rappelle bien. Puis supposément, il y avait des copies de ça qui avaient été vendues à différents pays, mais avec des backdoors pour que les services secrets puissent comme avoir accès au dossier. Sauf que au début, je l'avais mis dans l'histoire, mais je l'ai enlevé parce que, écoute, en fouillant un peu, tu as la même histoire, mais finalement, c'est le KGB qui est derrière ça. Tu as une autre histoire que c'est le Mossad, l'autre, c'est la CIA. Fait quand même, on est dans la conspiration peut-être. Fait que, tu sais, Maxwell était un homme puissant et avec beaucoup d'entrées partout. Il était ouvertement très pro-Israël. Est-ce que c'est ça? J'avais aussi entendu que même Barr, celui qui avait embauché Epstein au tout début, il y avait des liens avec le OSS, là, qui était l'ancien du CIA, mais ça non plus, je n'ai pas pu le corroborer. Il y a des gens qui disent ça, ouais, c'est sûr. Puis là, tu essaies de fouiller, puis tu ne le vois pas ailleurs. Fait que c'est complexe. Je vais enlever ça parce qu'il fait vraiment chaud. Puis là, dernière section. Puis là, aussi, il y a peut-être de la conspiration là. Epstein et Donald Trump. Fait qu'on sait que Epstein était présent au mariage de Trump et de Marla Maples en 1993. Selon un article de CBC, entre 1993 et 1997, Trump a voyagé au moins 7 fois sur le jet appartenant à Epstein, mais il ne serait jamais allé sur l'île. En 2002, dans un article du New York Magazine, Trump avait dit d'Epstein qu'il le connaît depuis une quinzaine d'années et qu'il est un terrific guy, un gars fantastique. He's a lot of fun to be with. Il est très amusant. Puis il dit he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger side. Il aime les femmes autant que moi, et la plupart sont plutôt jeunes. On pourrait traduire peut-être. En 2003, Trump aurait envoyé une lettre pour son 50e anniversaire. La lettre aurait contenu un dessin suggestif, entre guillemets, et aurait fait référence à un secret que les deux hommes partagent. Puis c'est vraiment creepy. C'est genre, est-ce que tu connais le secret ou qu'est-ce que du bonheur quand tu as déjà tout? Puis oui, je le sais, mais je te le dirai pas. Ah, toi, je te le dirai. Ah, mais nous, on partage ce secret-là, on sait c'est quoi. Ha, 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 wink, wink, wink. Je sais pas si vous avez vu là, mon utilisation du conditionnel bien appuyé. C'est que le Wall Street Journal qui a publié cette nouvelle-là
Trump a intenté une poursuite contre ce média-là pour 10 milliards pour dommages. 10 milliards en dommages pour avoir publié cet article-là. On se ramasse un peu dans des éléments de Stun Power, là. C'est un peu le volet extraordinaire. Puis c'est un peu aussi les citations de Trump, c'est un problème, puis on le voit beaucoup à l'heure actuelle. Il amplifie énormément tout. Tout est toujours plus grand, même si la veille, tout était plus petit. Ouais. Fait que sa qualité de témoin n'est pas nécessairement la meilleure en termes de stabilité de ses propos. Ouais. Et la dite citation qu'on n'a pas vue encore. Puis j'ose espérer que le journal a une copie dans un coffre-fort bien fermé, parce que c'est pas le genre de divulgation que tu fais si elle n'est pas appuyée, en tout cas d'un journal sérieux comme ce journal-là. Là. Surtout avec les risques qu'il savait. Je veux dire, il savait qu'il allait être poursuivi. Là. Je veux dire, il y a eu d'autres médias plus récemment qui ont publié des allégations de connaissances entre la femme actuelle de Trump et Epstein. Mais tu sais, c'est basé sur un des biographes, là, Wolf, qui a des fois tendance à pas être tout le temps un narrateur très fiable. Donc, eux se sont rétractés parce que là, ils ont été menacés de poursuite, puis tout de suite, ils se sont rétractés, probablement parce qu'ils se basaient sur un témoignage, puis c'est pas assez pour te défendre. Là. C'est pas comme voir la page du livre avec le dit dessin, les choses versus « Ouais, machin, j'ai entendu dire que... » Puis le dit biographe, parce qu'il a fait une sortie il n'y a pas si longtemps, il dit « Ouais, j'ai pas tout dit sur Trump, je vais tout ressortir plus tard parce que ça a l'air d'être croustillant. » C'est-tu en tout cas, ton flair de journaliste, c'est-tu un coup de pub parce que ça a de l'argent ou il y a vraiment du contenu potentiel qui pourrait devenir, qui est suffisamment crédible? Je ne sais pas. Puis, tu sais, des choses que j'ai lues, il n'est pas tant... Tu sais, disons que les gens se méfient un peu. C'est plus, je pense, c'est ça. C'est quelqu'un qui a tendance des fois à promettre plus qu'il est capable de livrer. Là. Fait qu'on verra. Tu sais, ça dépend de ce qu'il est capable de prouver. Là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, il y a probablement le gros motif. Tu sais, c'est payant là, de sortir un livre choc, machin. Là. Mais tu sais, justement, sur le sujet Trump, là, je sais pas si je te vole un peu ton punch. Et au pire, on coupera, puis tu retourneras sur ton timeline. Mais c'est un peu là, je pense que tu sais, le lien entre les conspirations, puis justement, ce truc-là, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on sait que Trump a beaucoup fait de campagne auprès des conspirationnistes en disant qu'il allait release cette fameuse liste de clients-là. Ouais. On sait qu'il y a eu le meltdown avec Elon Musk, puis leur petite bataille sur Twitter, où est-ce que Elon Musk a clamé justement que Trump était activement sur ces listes-là. Puis là, il y a comme tout un revirement où est-ce que tout d'un coup, Trump revient sur le fait que non, il a jamais vraiment été ami avec lui, que c'est pas vrai ces choses-là, qu'il l'a kické de ce Margallo parce qu'il le trouvait creepy. Puis il y a comme tout un peu ce revirement-là où est-ce que puis il y a pas de liste, puis en fait les listes, c'est une conspiration démocrate tout d'un coup. Fait qu'il y a comme un changement à ce niveau-là qui définitivement sur lequel j'ai des questions. Ben, c'est louche, là, parce qu'on sait, qu'Epstein et Trump ils sont chicanés dans les années 2000, puis le motif n'est pas super clair. Là. Des fois, c'est parce que Epstein aurait volé des employés à Mar-a-Lago. Des fois, c'est parce qu'il aurait cruisé la fille d'un des clients. Il y a l'autre théorie, c'est que les deux bidaient sur le même manoir. Fait qu'ils sont chicanés parce que finalement, c'est Epstein qui a acheté la propriété puis que Trump l'a pas eu. Fait qu'on sait juste que c'est ça, quelque part dans les années 2000, là, ils ont coupé les ponts. Puis comme tu dis, là, pendant les années Biden, c'était un cri de ralliement de la droite MAGA de dire on veut savoir, surtout parce que il y avait quand même beaucoup de liens avec Bill Clinton. On s'attendait à ce que ça éclabousse les Clinton. C'était un peu ça, je pense, la raison là, pourquoi ces gens-là criaient pour avoir ça.
Puis beaucoup de ces gens-là qui étaient ultra vocales, qui étaient ultra genre, hey, faut publier ça, ben, ils sont tous rendus dans l'administration, là. Ils ont tous le pouvoir de faire ce qu'ils disaient qu'ils voulaient faire. Dan Bongino, c'était un podcasteur, comme quoi être podcasteur, ça peut mener à de grandes choses. Il est maintenant le directeur du FBI. C'est quand même hot. On peut aspirer. Non, il est le directeur adjoint du FBI. Je viens de rajouter un truc à mon plan de carrière. Là. Tu vois, maman, j'ai pas gâché ma vie. Kash Patel, qui est l'actuel directeur du FBI, est aussi très sympathique au mouvement QAnon. Lui, il allait sur plein de balados QAnon avant de devenir chef du FBI. J.D. Vance, le vice-président, avait aussi parlé de ça. D'autres fans de QAnon comme Marjorie Taylor Greene, qui est une représentante élue. General Mike Flynn, lui aussi, il est intéressant. Ancien militaire et conseiller à la sécurité nationale en Trump 1.0. Puis il y en a plein d'autres, là. Puis là, 2025, Trump arrive au pouvoir. Puis là, rappelez-vous là, que la trame narrative là, de QAnon, pendant tout le premier mandat de Trump, ça reposait sur le fait que Trump est en train de mener une guerre secrète contre la cabale de pédosatanistes. Il y avait des white hats, des gentils, qui combattaient le deep state, les méchants, puis ça allait culminer avec The Storm, où on allait exécuter tous les méchants, puis que la population allait enfin découvrir la vérité. En février 2025, fait qu'on est à peu près un mois là, après on était au tout début là, de l'administration Trump, Pam Bondi déclare que la liste des clients d'Epstein est sur son bureau. Puis qu'ils sont en train d'examiner là, un truckload de nouvelles preuves. Fait qu'il y a plein de nouvelles preuves qu'ils sont en train d'examiner, puis elle a la liste là, sur son bureau. Le même mois, puis ça c'est vraiment weird, là, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils ont invité des influenceuses, là, des podcasters, tout ça de monde, genre Tim Pool, puis du monde même, qui sont invités à la Maison-Blanche. Puis là, ils leur donnent des gros cartables, puis c'est écrit fichier Epstein, là, Epstein Files, Phase 1, puis Unclassified ou quelque chose comme ça, Declassified dessus. Mais c'était tous des documents déjà publics. Fait que, tu sais, des gens qui étaient vraiment profondément dans le lore et qui connaissaient tous les détails, ils regardent ça, puis comme on le sait déjà, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Puis là, le 7 juillet, la merde frappe dans fan, comme ils disent dans la langue de Shakespeare. Le FBI et le département de la justice diffusent un mémo qui dit que la divulgation de nouveaux documents en lien avec Epstein n'est ni justifiée ni nécessaire. Il n'y a aucune liste de clients et aucune preuve qu'Epstein faisait chanter des personnages importants. Puis ça dit aussi, c'est clair, il s'est suicidé. Je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue que Kash Patel et Dan Bongino ont donné suite à ça. C'est tellement beau. T'as les deux gars qui sont là. Ouais, non, il s'est suicidé, là. Ah, non, j'ai vu tout. Puis, tu sais, ils ont. En tout cas, c'est un grand moment de télé. Les deux ont l'air vraiment inconfortables. Ils ont l'air d'avoir mal. Tu sais, je sais pas. Tu dis, OK, leur mère est retenue en otage quelque part en arrière-scène. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est vraiment très weird. Fait que... Ben, je vais rajouter dessus parce qu'on en avait déjà parlé aussi. Le fait que ces personnes-là ont fait leur capital de sympathie énormément sur ça et qui doivent dire le contraire publiquement, au-delà d'avoir retenu leur mère en otage en arrière, en termes de crédibilité dans l'univers dans lequel ils ont capitalisé, dans le fond, qu'ils ont aidé à se rendre jusque-là, c'est un peu comme briser tout l'échafaudage qui leur a permis d'atteindre ces éléments-là. Oui, ça leur coupe des ponts pour y retourner après. En tout cas. Fait que le moins qu'on peut dire, c'est que les chasseurs de pédosatanistes étaient vraiment pas contents là, quand ce mémo-là est sorti. Elon Musk, Steve Bannon, Laura Loomer, en tout cas, tous nos préférés, tous les ennemis du podcast, ont dénoncé la situation. Puis là, dans les derniers développements, Todd Blanche, lui, c'est un avocat qui avait défendu Trump dans ses multiples causes, puis il est maintenant l'assistant procureur général du pays, parce que quand t'es proche, ben, t'es récompensé. Lui a rencontré Ghislaine Maxwell en prison, où elle purge une peine après avoir été trouvé coupable de trafic sexuel. Fait que je pense qu'elle a une peine de 20 ans. Là. Fait que là, selon ABC News, Ghislaine Maxwell... Elle ne va pas être déplacée dans une prison plus légère. Bientôt.
C'est ça. Fait que OK. lui, d'abord, Todd Blanche va la rencontrer pendant 2 jours. Fait qu'ils font comme un 8-9 heures d'entrevue sur 2 jours. Selon ABC News, elle aurait dit qu'elle n'avait jamais vu Donald Trump faire des choses méchantes en sa présence. Puis une semaine après la visite, oui, comme tu dis, Catherine, elle a été déménagée dans une autre prison qui est, de ce que j'ai compris, une des prisons à la sécurité la plus minimale, là, où il n'y a pas vraiment de barrière, ou que c'est plus une prison pour les célébrités, là. Et donc beaucoup plus confortable. Les démocrates ont mis beaucoup de pression après ça. Ils proposaient des amendements dans tous les comités possibles. Genre, tu sais, un comité de l'éducation, puis ils mettaient des amendements, libérer les Epstein Files. Ils ont essayé comme de faire ce qu'ils pouvaient. Jusqu'à tel point que le speaker, la dernière journée, il a juste annulé la journée. Il a renvoyé tout le monde en vacances une journée plus tôt pour juste arrêter les votes, arrêter tout ça. Parce que c'était comme les républicains qui avaient crié « il faut punir les méchants pédophiles », ben là, il est en train de voter contre. De dire non, on ne veut pas. Fait que, ça les mettait dans une situation un peu embarrassante, pour dire le moins. Puis, le plus fou, tant qu'à moi, c'est que Trump a vraiment semblé avoir perdu un peu son sang-froid là, dans cette histoire-là, là, parce que là, il pose des messages qui traitent ces gens-là de ses ex-partisans, il les traite de minables, il dit que c'est comme un hoax, que tout ça a été inventé par les démocrates. Ce qui ne marche pas. Tu pouvais faire ça avec le Russiagate, l'histoire d'ingérence russe, puis tu le répètes assez souvent, puis à un moment donné, tout le monde le croit. Mais là, c'est ta base. Là. Puis ils veulent du steak, puis là, tu leur dis qu'il n'y en a pas de steak, qu'il n'y a jamais eu de steak, puis qu'il n'y a rien. Donc, c'est là où on est. Comme je dis, il y a beaucoup de flou. Puis je pense que c'est ça. Fait que, il y a des théories conspirationnistes qui vont très loin, comme soit que c'est comme une opération des renseignements secrets qui filmait les gens pour les faire chanter, puis qui ont tué Epstein pour pas que ça sorte, puis qu'on ne le sache pas. J'ai entendu des gens dire que, ben non, les riches ont des rituels d'initiation, machin, puis que Epstein était celui qui procurait ce qu'il fallait pour leur rituel, machin, puis là, il était tué pour protéger les gens puissants. Parce que justement, mais tu sais, je pense que la solution la plus simple. On n'a pas besoin de des pervers. Oui, solution la plus simple en ce moment, c'est que Trump est clairement nommé partout dans les fichiers qu'ils ont, puis qu'ils ne veulent pas que ça sorte. Tu sais, je veux dire. Oui. Puis, mais tu sais, le truc de genre, c'est des rituels. Ça n'a pas besoin d'être des rituels. Ça peut juste être des gros pervers dégueux qui se pensent au-dessus de la loi parce qu'ils ont de l'argent. C'est pas besoin d'être ritualisé puis satanique. C'est juste. Ouais. C'est bad enough sans rajouter Satan dans le lot. T'as pas besoin de rajouter. C'est ça. Puis tu sais, en 2019, la situation était vraiment très différente. Il y avait tellement de pression publique que, tu sais, moi, la thèse du suicide, comme je dis, je le sais pas. Puis c'est très possible parce que la première fois, il savait qu'il allait sortir puis qu'il n'y aurait rien. En 2019, il savait qu'il était là pour des années. Là. Il aurait fait 20-30 ans de prison. Fait que, tu sais, c'est pas impossible là, que tu tombes de haut comme ça puis que tu décides, bon, je vais en finir. Là. La nature de ces crimes sont quand même assez graves. Là. Fait que, il aurait passé un 20 ans en prison assez désagréable, suffisamment désagréable pour penser qu'il vaut mieux faire finir là que passer à travers les 20 prochaines années. Ouais. C'est plausible, mais il y a des éléments qui sont pas clairs. Là. Il a peut-être été encouragé aussi en échange de protéger des gens vivants qui sont encore un peu à l'abri. Tu sais, comme il y a plein de scénarios où est-ce que c'est. C'est ça, parce que les autres questions, puis on ne l'a pas abordé, mais tu sais, il était sur l'espèce de Suicide Watch qu'on appelle, tu sais, où il y a comme une espèce de protocole où tu es plus sous observation, mais ça avait été enlevé, alors que supposément que quelques jours avant, il avait peut-être attenté à sa vie. Les gardes, eux, ont été renvoyés parce que sinon, ils n'avaient pas fait la tournée au moment qu'ils devaient la faire. Il y avait d'autres caméras qui ne fonctionnaient pas. Tu sais, il y a comme. Mais comme on dit des fois, il ne faut pas attribuer à la malice qui peut être expliquée par l'incompétence. Le système carcéral américain est un système surpeuplé. Donc, c'est ça. Je veux dire, ça. En tout cas, c'est ça. Comme je dis, il y a beaucoup de questions. J'ai pas beaucoup de réponses, mais c'est quand même une histoire fascinante dans le sens qu'on.
C'est un beau narratif, ou ça, de travers ça. Puis de mon expérience, puis ça revient à ce que tu dis, on peut peut-être pas tant de malice que ça, que juste un enchaînement d'incompétences qui a donné ça. Puis pour en avoir vu des événements ou des situations en organisation, ça m'étonnerait pas. C'est pour ça que je tombe pas rapidement dans l'état conspirationniste dans le cas de Epstein, parce que j'ai tellement vu de ratés étranges juste parce que les timings ont fait, juste parce que les choses ont été placées comme ça, qui fait que ça, c'est un problème de l'esprit humain de voir des patterns où il n'y a eu que vraiment du hasard. Oui. Et ça arrive du vrai hasard, ou des questions comme ça qui ramènent ça comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des questions non répondues un peu malaisantes. Puis pour revenir sur Trump, parce qu'il fait l'effet Streisand, c'est-à-dire plus tu veux t'en débarrasser, plus ça va te coller à la peau. Puis il est exactement dans cette zone-là. Puis je trouve ça fascinant parce que en général, il est capable de fuir, comme tu l'as mentionné aussi, de fuir une situation désagréable. Il est comme très bon. Oui. Vraiment, vraiment Oui. très bon. Mais pas là. Non. Puis ça aussi, c'est étrange que là, il est vraiment pas bon Oui. pour gérer sa fuite d'une situation qui est inconfortable. Que son nom soit ou pas dans les fichiers, qu'il soit incriminé ou pas, là, rendu là, c'est indépendamment de ça. C'est juste sa réaction qui est vraiment particulière. Oui. Mais je pense qu'on est dans un moment justement de prophétie qui se passe pas. Parce que la prophétie, c'était que les fichiers allaient être relâchés. C'était lui le prophète qui était en charge de ça. Puis là, tout l'écosystème, la communauté conspirationniste est confronté au fait que leur héros, tout d'un coup, fait un move qu'ils ne peuvent pas s'expliquer. Puis les seules explications qui arrivent vont à l'encontre de absolument tout ce pourquoi ils ont investi leur temps, leur énergie, leur passion, ils ont brûlé des ponts avec des gens proches d'eux depuis des années. Puis tu sais, il y a un gros segment, j'avais parlé des wafers conspirationnistes, puis ça c'est un point de pivot conspirationniste. Il y a des conspirations pivots qui accrochent les gens plus que d'autres. C'est vraiment des moments clés où est-ce que tu te dis, ah, celle-là, elle a embarqué beaucoup de gens qui sont pas nécessairement dans ces écosystèmes-là d'habitude. Puis souvent, c'est les conspirations qui impliquent les enfants. Puis Wafer, c'était ça, là, tout d'un coup, les madames influenceuses, mom influencers qui faisaient genre un peu là, comme comment avoir des enfants cute, puis comment avoir une belle maison, et se trouvaient confrontés au fait que ce géant-là de l'ameublement, tout d'un coup, était dans leur conspiration, c'était dans leur écosystème de magasins, etc. Et ils se sentaient interpellés par ça. Puis ça avait converti beaucoup de femmes, en fait, au mouvement, parce que, tu sais, comment tu peux être contre le fait de protéger des enfants? Puis il y a une grosse partie de QAnon que les gens se sont fait embarquer sur le narratif de je fais partie de QAnon, je fais partie de cette armée-là pro-Trump pour protéger les enfants. On est contre l'élite pédosatanique. Puis là, tout d'un coup, le narratif ne matche plus, puis sont confrontés au fait qu'ils ont peut-être supporté ce contre quoi ils pensaient se battre. C'est un moment justement où est-ce que le saut d'eau froide est là. Puis ce qu'on voit dans l'écosystème, c'est que les gens paniquent. C'est quoi l'explication? Ils comprennent pas les spéculations, ils inventent des choses, ils essaient d'ajuster, mais ils n'arrivent pas à le faire parce que Trump, c'est comme trop peinturé dans un coin avec cette conspiration-là particulière. Fait que c'est sûr que c'est intéressant, puis ça l'aide pas que les autres joueurs clés de l'écosystème commencent aussi à se revirer contre Trump en ce moment. On a juste pensé à toute l'histoire avec Elon Musk. Fait que là, tout d'un coup, ce que les gens observent, c'est que dans l'histoire, leurs héros, leur team de héros ont l'air de se chicaner. Puis il y a beaucoup de questions. Fait que c'est peut-être un moment pour sortir les gens. Puis tu sais, en dehors des conspirations, tu sais, il n'y a pas besoin d'inventer des trucs surréels, spirituels par rapport à cette situation-là. Tu sais, c'est une histoire sordide. C'est une histoire de gens avec du pouvoir qui ont abusé de leur pouvoir. Il n'y a rien de fantastique là-dessus. Là. C'est le status quo qu'une personne avec du pouvoir en abuse, plus qu'autre chose. Jusqu'à quel point est-ce qu'il y a des liens gouvernementaux, étatiques, etc. Peut-être, mais ça ne change rien non plus à l'implication potentielle de Donald Trump. Fait que c'est de voir un peu comment la communauté va réagir là-dessus, parce que la base MAGA, en ce moment, elle est extrêmement fâchée de la situation. Puis je pense pas qu'il va réussir à ne pas
release ça. Puis je pense pas que en fait, c'est une conspiration démocrate. Ça va passer, là. Sûrement pas. Puis là-dedans, puis ça, je sais pas à quel point, dans des théories comme ça, parce que ce qu'il a réussi à faire, puis ce qui est quand même exceptionnel, c'est qu'il a fédéré plusieurs groupes qui, normalement, réagissent pas au même symbole. Là, il a réussi à leur trouver un symbole commun, temporairement, de toute apparence. Il les a ramenés ensemble pour une cause unique. Mais maintenant que la cause unique n'est plus là, donc cette fédération-là d'intérêts a éclaté. C'est de voir comment... Parce que là, ces gens-là croient encore à des histoires qui, pour nous, nous semblent pas rattachées dans le réel ou amplifiées de façon démesurée. Parce qu'il s'agit juste de regarder le tourisme sexuel qui se passe dans certains pays d'Asie. Il n'y a rien de malheureusement exceptionnel là-dedans. C'est juste des côtés sordides humains et qu'ailleurs, et que ça prend pas juste Epstein, qu'il n'y a pas juste lui qui fait ça, là, ou qui contrôle la clé de voûte de toute cet élément-là. C'est pas le seul qui connaît tous les secrets du monde pour arriver là. Fait que c'est une amplification pour un pauvre bougre. Parce que ça lui a coûté sa vie, mais puis ça, je pense que puis à ça, il y a des gens qui devraient être effectivement ramenés devant la justice parce qu'ils ont posé des gestes selon nos lois et nos valeurs qui ne sont pas conformes. Et c'est là le défi, c'est pas pour le pédosataniste, comme tu mentionnais, là, c'est pas là, moi, pas ça que je veux, là, je veux pas Satan, je suis pas sûr que Satan consenti dans l'histoire. Il faudrait lui demander s'il a eu son consentement pour être embarqué dans l'histoire. Mais par ailleurs, mais les pas propres qui ont fait ça devraient être ramenés d'une façon ou d'une autre, au moins où leur rappeler qu'il y a des lois, leur rappeler qu'il y a des conséquences à des gestes comme ça, que dans lesquels nos sociétés occidentales, on s'est positionné négativement et heureusement par rapport à ces gestes-là. Non, je suis d'accord. Puis tu sais, on parlait beaucoup, il y avait la mention de Clinton, puis c'est comme, est-ce qu'on a, tu sais, cette passion-là qu'on avait besoin de relier à un culte de Satan, blablabla, qui a agressé sa stagiaire, qui était genre quasiment 20 ans plus. C'est pas assez, genre? Comme, on sait déjà que c'était pas un good guy, qui avait des comportements pas idéaux. C'est comme, c'était pas assez bad. Comme, je comprends même pas pourquoi est-ce que c'était autant fascinant pour ma gueule d'essayer de le trouver dans les fichiers. C'est pas... Il est déjà quelqu'un qui a un passé. C'est déjà une peste. Genre, on le sait déjà que c'est pas une bonne personne juste par ce comportement-là. Mais c'est la même chose avec Trump. C'est comme, on le sait déjà, il y a eu des accusations, etc. Fait qu'on a, je sais même pas pourquoi ces conspirations-là deviennent autant populaires alors que c'est clairement, il y a déjà assez de documentation que ces gens-là ont eu des gestes très reprochables qui devraient déjà être adressés par le cadre légal. Ouais, mais je pense qu'au début, on avait. Je pense que c'est ça, on avait un peu parlé la dernière fois parce que je pense que c'est ce qui a fait qu'on a décidé de faire l'épisode Oui. aujourd'hui. Mais tu sais, cette conspiration-là est devenue populaire face à la non-action de Trump. Trump qui disait je vais mettre Hillary en prison. 2 ans ont passé, il n'est toujours pas en prison. Ah, c'est parce qu'il fait ça derrière les. Il travaille en coulisses, puis éventuellement, il ne la met pas en prison tout de suite parce qu'il ne veut pas comme que les autres le sachent, puis que on est. En tout cas, vous comprenez, là? Donc, sauf que là, tu reviens au pouvoir, puis tu continues à rien faire. À un moment donné, comme tu dis, là, on est dans un moment où les gens se commentent un peu, là, il se passe rien en coulisses, là. Alors qu'il aurait pu juste dire inquiétez-vous pas, on travaille en coulisses, ces gens-là vont payer bientôt. Je crois que ça aurait été correct. T'sais, les gens auraient fini par passer à autre chose, là, mais de dire il n'y a rien, circuler, il n'y a rien à voir, je pense que c'était la pire chose à faire. C'est ça qui est fascinant, que d'habitude, je sais pas la première fois qu'il se retrouve dans l'embarras, puis d'habitude, tout lui coule, puis il n'y a rien qui colle. Là, sa base le suit, mais ça. Ben quand il avait mentionné qu'il pourrait tuer quelqu'un en plein jour sur la Fifth Avenue, puis que ça passerait comme dans du beurre, finalement, apparemment qu'il y avait peut-être une limite à ce statement-là. Ouais, ça touchait clairement une corde sensible.
Mais on est en même temps, puis si on le prend sous l'angle d'une secte ou d'une religion, là, tu as le grand prêtre qui fait ça, puis que ça brise l'état des fidèles dans ce cas-ci, puis il ne fait rien pour les rassurer là, ou pour calmer les choses. Puis on est comme dans un état inédit, disons, pour ce genre de situation-là, parce que d'habitude, les grands prêtres essaient de rester en position de grand prêtre et rassurer les fidèles. Là, il n'est pas là du tout. Là. Fait que lui-même crée un problème à son propre scénario de conspiration. Là. C'est comme son pire ennemi présentement. Là. Il n'a même pas besoin des autres amplificateurs qui travaillent contre lui à l'heure actuelle, là, mais pour ça, lui-même se nuit démesurément. Ce qui peut être intéressant de voir, ça va être l'état de la communauté conspirationniste dans les prochaines semaines, parce qu'on est encore une fois clairement dans un moment de prophétie qui ne s'est pas réalisé. Et contrairement à d'habitude, j'ai l'impression qu'il ne va pas avoir un narratif commun. Ce qu'on semble voir, c'est une fragmentation, en fait, de l'écosystème. Puis ça va être intéressant peut-être d'un point de vue politique parce que ça risque d'affaiblir le mouvement d'une certaine façon, parce que ce qui faisait la force politique de tout ce qui est MAGA, puis QAnon, etc., c'était le fait qu'ils étaient relativement unifiés dans leurs idées complètement farfelues et leur interprétation de la réalité. Mais là, si tout d'un coup, ces réalités-là se fractionnent, qu'est-ce qui arrive, en fait, de ce mouvement-là? Est-ce que c'est la fin de QAnon? Est-ce que c'est la fin de MAGA? Est-ce qu'il va y avoir des impacts? Est-ce qu'il va y avoir un soulèvement? Est-ce qu'il va y avoir un réveil global des partisans? Moi, je suis quand même curieuse de ça. Ça me t'a l'air d'en douter, mais moi, je suis beaucoup sur les communautés, le subreddit un peu là, de Leopard Ate My Face, puis un peu les gens qui prennent notice de ces gens-là qui étaient très impliqués, très vocaux, qui se réveillent ou du moins qui goûtent aux conséquences de leur propre choix. Puis ce que j'observe, c'est que le débit de ces incidents-là semble s'accélérer. Même au niveau des gens qui font partie là, qui ont des postes nommés là, dans ce gouvernement-là, des gens qui disent « Wow, attends, comme là, je suis plus d'accord », puis ça risque de créer des factions. L'autre possibilité, et c'est Oh! que le chum qu'on voit là, qui fait tout ça, là, c'est un clone. Oh! C'était ça, c'est pas un lézard? Ah! Non. Il a été remplacé par un clone comme Mais Avril ça, Lavigne. c'est une théorie qui circulait dans certains milieux QAnon. Tu parles de Ah, c'est lézard, sûr que mais oui. dans le même podcast, il racontait que il y a 3% des Américains qui sont d'accord avec le statement genre « Ah, il n'y a pas d'autres... » gens qui sont comme OK avec le fait qu'il n'y ait pas d'autres révélations, qui disent « Ah oui, OK, on croit qu'il n'y a pas d'autres informations importantes dans les Epstein Files. » C'est 3%. Alors que des gens qui croient qu'on est gouverné par des lézards, c'est genre 4%. Fait qu'il y a plus de personnes qui sont contents que la situation. Puis fait qu'il y a moins de gens qui sont en accord avec le fait de ne pas dévoiler les Epstein Files que de gens qui pensent qu'on est gouverné par des lézards. Là. Fait que c'est juste pour dire que c'est vraiment pas populaire comme décision là, qu'ils ont pris. Et pourtant, dans l'absolu, c'est super simple à régler. Est-ce que c'est un fiasco de gestion de relations publiques immense? Je ne peux pas croire que tout ça est tout ça. Et là, c'est sûr, puis là, si on revient sur les conspirations, si tu caches ou tu donnes l'impression de cacher, tu viens juste de jeter une bûche dans le poêle ou carrément tu as mis du fioul dans le poêle. Là, Ouais. là, c'est sûr que le feu va prendre parce que tu agis justement sur les inquiétudes ou ce qui vient chercher les conspis, ce qui les anime. Ben, tu leur dis « Hey, tu as raison d'avoir peur, parce que je te le donnerai pas, ce que tu veux. Parce que je le sais. » C'est ça l'impression que ça finit par donner. C'est vraiment capoté là, en termes d'expérience à ciel ouvert sur quelque chose de puissant. Ben, pour rejoindre ce que Catherine dit, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mois, le fractionnement que ça va avoir,
l'éclatement du mouvement potentiellement là-dedans, comment tout ça va se réaligner, parce que politiquement, il y en a qui ont déjà soit abandonné leur dire, OK, non, mais Trump, là, on fait un X là-dessus, puis c'est passé, on passe à d'autres choses. Quand d'autres commencent à sentir le sang, donc politiquement, il y en a certains qui commencent à déjà sentir l'affaiblissement du chef et on va remplacer le chef. Fait qu'ils sont déjà en train de... Il y a beaucoup de choses qui vont être intéressantes, disons, Ouais. et de ne pas vivre aux États-Unis. Parce que ça risque de pas être très drôle ce qui va se passer aux États-Unis dans les semaines, mois. Là. Oui, puis tu parlais de sentir le sang, puis on le sait qu'il y avait cette frustration-là dans une certaine faction là, républicaine de justement trouver que c'est comme il y a une différence entre être républicain et être MAGA à ce point-ci. Puis que comme les vieux de la vieille qui sont comme tu sais, qui font vraiment juste ça parce qu'ils veulent pas trop payer de taxes, trouvaient que certaines mesures c'était peut-être un petit peu trop intense. Il y a peut-être un réalignement qui va se passer au niveau là, du parti en soi parce qu'il y a blood in the water. Puis un des problèmes, c'était que les républicains avaient tellement fait de Donald Trump une figure importante dans leur mouvement, ils pouvaient pas réélire quelqu'un d'autre si c'est pas lui. Puis là, ben, théoriquement, la limite de mandat, elle est atteinte. Fait que c'est quoi le futur pour ce parti-là s'il y a pas Trump à la tête? Fait que c'est sûr que c'est un moment clé là, pour les républicains, essentiellement, de comme, commencer à le tasser pour les prochains cycles électoraux. Et tous ces riches hommes qui ont été mal et qui ont décidé de cacher cette vérité-là par des suicides masqués. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire qui, peut-être par des concours, tu sais, genre, et le Mossad qui est impliqué là-dedans. Ah, c'est... Mais l'affaire, c'est que concrètement, on peut poser des questions tant qu'on veut. C'est le genre de choses qu'on va avoir les réponses quand le statut du secret, de ces secrets-là vont être. Ça sert à rien d'inventer des réponses. C'est clairement, encore une fois, des vieux monsieur puissants qui abusent de leur pouvoir. Ça me surprend absolument pas. Pas besoin d'inventer des conspirations profondes pour ça. Les gens qui sont nommés ont tous des historiques d'agressions sexuelles qui ont été rapportés concrètement, factuels. Pas besoin d'aller inventer des conspirations, des secrètes avec des rituels sataniques. Puis pour le reste, les grands blanks qu'on a, ben ça va être un peu comme la situation de MK Ultra, où est-ce que, tu sais, pendant des années, il y avait plein de trucs spéculatifs, de la fiction qui était inventée, etc. Puis dans les faits, éventuellement, quand le statut a expiré, puis tous les gens étaient impliqués, étaient plus de ce monde, ben ça a été ouvert. Il y a des journalistes qui ont fait des requêtes d'informations, puis ça a été donné les informations, puis maintenant on sait c'était quoi exactement l'information. Puis c'était beaucoup moins dramatique. Tu sais, oui, c'est tout croche, il y a des gens qui ont été abusés, etc., mais au final, il n'y avait pas d'expérimentation, de contrôle là, qui ont été réussis ou quoi que ce soit. C'était juste Ouais. de la science manquée, essentiellement. Mais ça devient un peu comme de la fiction, un peu comme dans ceux qui ont écouté Severance. Surtout dans la deuxième saison, là, avec des éléments ritualistiques, puis beaucoup de symboles forts comme ça qui sont dans cette série-là, qui sont, d'un point de vue fiction, très intéressantes, mais qui sont repris par les mouvements conspirationnistes sur des espèces d'éléments. Tu sais, tu poses des questions, mais dans les faits, tout ça, c'est juste, c'est bien absurde, surtout quand tu regardes dans la série comment c'est exposé, comment ils détricotent tranquillement tout ce qui apparaît comme étant des grands éléments magiques. Finalement, c'est comme tu le mentionnes, c'est d'une banalité. Cette série-là est intéressante, pas parce que c'est des affaires de conspi, mais ce regard-là profond sur l'espace entre la fiction et le réel. Puis ça pose aussi la question qu'est-ce qui est réel, puis un peu là, dans le sens où c'est quoi tes sources, qu'est-ce qui est réel là-dedans, qu'est-ce qui dit, tous ces éléments-là, et de questionner tout, ben, nous amène aussi vers du conspirationnisme, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sur de la terre ferme. Si on est juste sur du sable mouvement tout le temps, on finit par être absorbé et disparaître dans cet univers-là. Là. Qu'est-ce que t'en penses, Sam, en tant que journaliste? Oh boy. Bon. Je ne sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est pas évident. On n'a plus de. Il y a plus de. En même temps, c'est bien. Il y a un côté positif à ne pas avoir de gardien de la connaissance.
Mm. Mais en même temps, en ayant pu, ben, on vit pas nécessairement tous dans le même monde. Mm. Alors qu'avant, ben, on regardait le même bulletin de TV, on lisait le même journal. Puis on avait à peu près tous les mêmes informations, puis on pouvait débattre sur une quantité d'informations limitées, disons. Je sais pas, je n'ai pas vraiment de solution. Je pense qu'il y a du bien à la démocratisation de l'information, mais on n'a pas encore. Ça va prendre du temps. Là. Je veux dire, quand ils ont inventé la presse, il y a eu quoi, 100 ans de guerre complètement sanguinolente en Europe. Fait que, tu sais, l'invention de l'imprimerie, ça a changé le monde. Fait que, tu sais, je pense qu'on n'est pas sorti des bouleversements de ça. On va peut-être réussir, là. Éventuellement. Mais ce que j'aimais dans ton approche, c'est que tu mentionnais un peu quelque chose qui ressemblait au protocole scientifique, tu sais, comme quand on faisait des expériences en sciences à l'école, là, où est-ce que c'est une hypothèse, puis là, ton hypothèse, c'est oui ou non, puis t'es pas attaché émotionnellement à l'hypothèse. Tu regardes si l'hypothèse est vraie ou fausse, avec une démarche, puis à la fin, ce que tu déclares, c'est ben mon hypothèse était fausse, donc en voici peut-être une autre, puis on va aller rechercher. Mais tu sais, cette notion de démarche scientifique-là, puis de dire hypothèse 1, oui, non, définir la recherche, aller chercher, puis tirer une conclusion. Je pense que c'est intéressant comme démarche d'y aller d'une façon quasiment un protocole scientifique pour Je te faire ce genre de mentirais si recherche-là. c'était aussi froid que ça. Mhm. Tu sais, dans le sens que tu sais, tu penses que tu as une nouvelle, puis que c'est gros, puis que tu sais, il y a un attachement émotionnel, mais il faut quand même que tu sois capable de prendre ton pas de recul puis de dire, oui, malgré que je suis enthousiaste face à la révélation de cette hypothèse, je suis en train de ne pas voir les choses qui l'infirment, qui disent que c'est pas vrai. Là. Fait que, Mhm. tu sais, c'est. En tout cas, je pense pas que. J'imagine pas les journalistes avec des sarraux blancs froids avec leurs notes. C'est plus. Il y a un côté un peu plus passionnel que ça là, dans ce travail-là. Mais tout en. Mais oui, tu pars avec une hypothèse, puis tu essayes de la contredire. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de trouble dedans. Là. Hmm. Mots finaux pour toi, Nicolas? Oui. Ben, pour un peu relancer ce que ça me disait, moi, c'est la grande déception qu'à l'arrivée d'Internet, donc j'étais adolescent à ce moment-là, il y a fort longtemps avec des CD, avec comme tu dis, des bains écrasés. On avait des disquettes, puis on avait des modems qui faisaient une musique étrange. C'était pour moi la libération de l'information. Un peu comme ça, me disait. Pour moi, c'était on va rendre disponible l'information au plus grand nombre possible. Donc, socialement et collectivement, on va s'améliorer énormément parce que maintenant qu'on a l'information, on va aller plus loin. Le constat, c'est que c'est peut-être trop court, ça rejoint un peu ça, peut-être dans 200 ans, ça va avoir des effets positifs. Mais à l'heure actuelle, ce que je constate, ça a l'effet contraire à ce que mes espérances, c'est-à-dire ça amplifie le négatif, ça amplifie les conspis, ça amplifie la propagation de mauvaises informations, ça conforte les gens dans des positions qui sont malsaines à bien des égards. Et ça ne nous amène pas dans l'utopie que j'avais, qui est propre à l'adolescence par ailleurs, là, cette vue un peu restreinte de la complexité du monde. Ben, je demeure encore avec cette déception-là que je pensais que l'ère de l'information nous allait nous amener, on va tout être informé, ça va être merveilleux, tous des choix éclairés, et clairement pas. Voilà. Et je me retrouve à travailler dans un domaine qui travaille un peu pour essayer de préserver le peu de vérité ou de stabilité dans cet univers-là avec mon petit chapeau. J'essaie de maintenir un peu d'ordre à travers ça, mais puis à travers les podcasts qu'on enregistre aussi, tous ces éléments-là, il y a beaucoup plus d'efforts finalement à déconstruire les problèmes qu'on a créés avec l'Internet
qu'à ce sens-ci, au niveau de l'information, il y a d'autres avantages d'Internet, mais au niveau de la propagation de l'information, c'est pas le résultat attendu pour moi, pour ma part. Mais en même temps, sans l'Internet, on serait pas amis. Ben, c'est ça, il y a d'autres éléments. On ne pourrait pas enregistrer des podcasts qu'on fait là, on ne pourrait pas. Il y a beaucoup d'avantages par ailleurs. Là, mais je me limite à la propagation de l'information, qui est ma déception. Pour le restant, oui, il y a des choses, une fluidité, on rencontre des gens, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment, vraiment chouettes, là, heureusement. Heureusement, là, parce que sinon, ça serait juste un désastre sur toute la ligne. Là. Il y a beaucoup de choses quand même, ça, mais peut-être comme ça me disait, après l'invention de l'imprimerie, il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de sang qui a coulé en Europe. Probablement qu'Internet a le même effet d'ouverture des esprits sur un monde nouveau et ça va nous amener dans des zones de turbulence plus qu'on aurait souhaité ou plus que moi, adolescent, aurait fait ça. Moi, je voyais, on a des autos volantes, on va dans l'espace, on est sur Mars, tout le monde est heureux, on découvre de nouveaux mondes. C'est un peu de science-fiction, là. Mais j'aime beaucoup la science-fiction, c'est peut-être pour ça aussi, là. Bref. Sur ce, un épisode de pratiquement 2 heures. On avait beaucoup de choses à dire. Merci aux gens qui sont encore avec nous jusqu'à la fin. Sam, je t'invite à mettre... Ou en petite bouchée. Sam, je t'invite à mettre ton chapeau juste pour les derniers mots avec nous, pour qu'on soit les 3 ensemble. Prends le moment. Là. Je sais, pour ceux qui ne savent pas, il fait vraiment chaud pour vraiment ce chapeau d'aluminium, c'est horrible. J'ai l'impression de faire cuire mon cerveau en ce moment, mon pauvre cuir chevelu. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission de collaboration complètement weird et hors sujet habituel. Merci Nicolas Louic d'être rejoint à moi et Sam pour justement aller parler de Epstein Files. Merci les gars d'avoir joué le jeu des chapeaux d'aluminium pour l'émission. Si jamais vous avez aimé ça, on serait curieux. Là, écrivez-nous des messages, dites-nous ce que vous en pensez. Puis aidez-nous à faire connaître le balado en le partageant, en donnant des étoiles, des petits thumbs up, etc. On remercie DJ Mutant pour l'indicatif sonore, toujours comme d'habitude. On remercie la communauté d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se dit à la prochaine pour un épisode sans chapeau d'aluminium. Oui, à la prochaine.